Est-ce que c'est légal d'escalader la Tour Eiffel? Ah. Je pensais à ça. Bah alors moi. déjà, c'est vrai. Qu'est-ce qui On est me vrai? pose souvent la question. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, dis-moi de quoi on parle. Non, mais ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi parce ça, c'est que- vrai? Hello Arnaud, écoute, je suis ravi de t'accueillir après avoir interviewé Joachim. Alors, j'avais présenté Joachim comme une espèce de massacreur d'étudiants qui avait sûrement cassé des étudiants qui les a renvoyés dans ses 24. Il t'a présenté, toi, comme quelqu'un de à la fois de mauvaise foi et drôle. Est-ce que tu dirais que tu es de mauvaise foi? Alors, je dois t'avouer que non. Je pense que là, durant l'entretien qu'on va avoir ou Donc, les on est échanges, d'accord avec je vais Joachim. essayer de faire preuve de bonne foi. Si jamais je fais preuve de mauvaise foi, tu me le dis. Mais honnêtement, je vais y mettre du mien. Parfait. En même temps, demander à quelqu'un de mauvaise foi, c'est de mauvaise foi par définition. Il va dire, non, on Exactement, est j'étais d'accord, un peu piégé hein. d'entrée de Oui, jeu, quoi. absolument, t'as compris. Alors, pareil, comme pour Joachim, je vais te demander la question, je vais te demander de te présenter. Alors, Joachim avait choisi de se présenter en parlant de ses valeurs notamment, et je pense qu'effectivement, c'est important. Les premiers mots que tu mettras en avant en diront plus long finalement sur toi que une présentation que tu aurais pu réviser. Donc, comment tu as envie de te présenter à moi aujourd'hui De manière très synthétique. Donc moi, je m'appelle Arnaud Sévigné, j'ai 33 ans et je suis le cofondateur avec Joachim du groupe d'éducation qui s'appelle Hello Éducation. Ce groupe-là, il y a un certain nombre de marques qui visent soit à informer, conseiller, orienter les candidats et ensuite les étudiants dans leur parcours en études supérieures. Parce que j'ai été à leur place il y a de cela une dizaine d'années. J'étais un peu perdu par rapport à la masse d'informations. Tu sais pas qui écouter, qui faire confiance, quelle information est fiable, ce qui te correspond, ce qui te correspond pas. Et avec Joachim, en fait, on bosse dans le milieu donc, des concours et des écoles de commerce depuis 10-15 ans. Et on a développé une expertise et j'ai à cœur de renvoyer un peu l'ascenseur à cette population étudiante-là pour justement qu'ils fassent les bons choix. Parce que honnêtement, aussi bien en termes de développement personnel, d'accomplissement de soi-même, hein, que de parcours professionnel, que de projet professionnel, les choix qu'ils vont faire là dans les années à venir après le bac, ça va être déterminant pour les 10, 15, 20 prochaines années. Certes, on peut bifurquer, certes, il y a des passerelles, aussi bien dans les études qu'après. Hein. Il y en a plein qui font 5 années dans le conseil, qui ensuite se réorientent et créent leur restaurant, etc. Mais c'est parce qu'à la base, ils ont pu développer des capacités au sein de leurs études. Donc des capacités de gestion de business analytics, de communication, de marketing, etc. C'est ce qui leur permet de passer d'un secteur à l'autre. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait les bons choix d'orientation. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de renvoyer cet ascenseur tout en étant bienveillant, tout en étant sympa, parce que chaque étudiant est différent, chaque personnalité est unique, et il faut s'adapter à chacun pour justement que la personne puisse se réaliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc tu te présentes comme quelqu'un de bienveillant qui a pour envie de pouvoir renvoyer la balle justement et aider aussi les autres à choisir leur destin, à façonner leurs ambitions et leurs rêves. Oui, parce je pense qu'on a tous été, même toi Guillaume, je pense qu'on a tous été dans cette situation on est orienté par rapport à l'échec. Moi concrètement, j'ai eu mon bac. Tu vois, j'ai 12,9 de moyenne, une moyenne normale, et là je postule partout sur Parcoursup classique. Je suis refusé de toutes les classes préparatoires. Je suis refusé des 3 IUT, donc qui permettaient de faire un DUT actuellement un but, d'Île-de-France. Je suis refusé des BTS, et du coup j'atterris un peu par défaut à l'université. Donc tu vois, mon choix d'orientation post-bac s'est fait parce que j'ai eu échec, 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 parce qu'on m'a fermé la porte, fermé la porte, fermé la porte. Et c'est ensuite à l'université où là j'ai réussi à trouver cette liberté pour justement m'accomplir aussi bien d'un point de vue académique qu'extra-académique, qu'ensuite j'ai pu créer mon propre parcours. Mais il y a un peu ce côté c'est en fonction des portes qu'on te ferme que tu vas choisir ton chemin. Et ça m'embête beaucoup. C'est pour ça qu'avec Joachim, quand on s'est investi dans ce secteur-là, on a choisi la préparation au concours en premier, parce que les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que tu aies fait une licence de droit, que tu aies fait un bachelor, que tu aies fait une école d'ingénieur, les compteurs sont remis à zéro, et là, c'est tout le monde sur la même ligne de départ, et maintenant, tu peux vraiment te réaliser, peu importe ce que tu as fait dans le passé, certes, ça va avoir un impact sur ton dossier, hein, on peut le marketer, on peut le mettre en avant, parce que chaque personne a des expériences vraiment géniales quand on creuse. Mais au moins, tout le monde part sur la même ligne de départ, il y a une égalité des chances pour réaliser vraiment le projet que tu veux en sortie d'études supérieures. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante. Si tu as raté ton orientation post-bac, c'est pas grave parce qu'à bac plus 2 ou à bac plus 3, nous on va pouvoir te remettre dans le droit chemin. Quand je dis droit chemin, c'est pas dans le sens il y a des mauvais chemins et des bons chemins, mais dans le sens c'est le chemin qui te correspond et qui te permettra de t'accomplir plus tard ou au moins te donner les capacités de t'accomplir plus tard.
Alors on va revenir parce que tu as quand même balayé tout Mhm. un champ sur lequel on va se focaliser, se concentrer. Tu disais, voilà, moi j'étais un étudiant qui a eu passé son bac d'une manière assez classique, moyenne à 12,9. Donc tu n'étais pas spécialement bon lorsque tu étais un étudiant, c'est ça que tu veux dire. Alors 12,9 c'est déjà pas mal, mais J'étais un élève moyen, c'est-à-dire j'avais des matières passion, l'économie, l'histoire géo, où j'avais de bonnes notes, et j'avais au contraire des matières où je faisais une sorte de blocage psychologique parce que ça ne m'intéressait pas, parce que c'était pas assez concret. Donc les mathématiques, j'aimais pas spécialement, donc je ne m'investissais pas, et du coup c'est un cercle un peu vicieux. alors il y a les maths, il y a quoi d'autre que tu n'aimais pas? La philo, j'aimais bien, mais étonnamment, Mais la philo ne t'aimait pas. mais la philo ne m'aimait pas et j'étais assez mal noté. Donc, tu vois, j'étais une forme d'incompris en philo. Ce qui fait que j'ai eu 5 au baccalauréat. Les langues, j'ai pas eu l'occasion de faire des séjours linguistiques, etc. Et mes parents parlaient pas anglais à la maison, ni une autre langue. Du coup, j'ai eu 7 au bac. Donc certes, tu vois, en histoire géo de mémoire, j'ai eu 15 et en économie, j'ai eu 16, donc parce que j'adorais ça et je suivais énormément l'actualité, donc quand même l'histoire géo avec la géopolitique, l'économie, tout ça, c'est un peu lié. Mais par contre, en philo, j'ai eu 5 au bac, en anglais, j'ai eu 7 et parce que j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Et c'est après, plus tard, en m'intéressant à ces matières-là et à ces sujets-là, que j'ai pu développer une appétence pour ces domaines-là. Et puis de toute façon, c'est retombé au concours 3 ans plus tard. Et tu les travaillais ces matières-là ou tu les travaillais pas? C'est-à-dire qu'elles t'intéressaient pas, donc tu ne les travaillais pas, donc tu avais 5 et 7. Ou un peu comme la philo, une espèce de love-hate relationship, je te parle anglais comme ça tu vas détester Ouais. absolument cet entretien, mais une espèce d'amour-haine finalement entre toi et eux, ça se manifestait comment finalement? Je pense honnêtement que l'intérêt que tu as pour une matière ou un domaine, ça dépend pas de la matière ou du domaine en tant que tel. Ça dépend énormément de la personne qui te transmet sa passion. Donc concrètement, on a tous en tête un professeur, on se dit ce prof-là ou cette prof-là, à la base, j'aimais pas spécialement sa matière, mais elle me l'a rendue tellement intéressante que l'été qui a suivi l'année scolaire, j'ai continué à lire des livres en rapport avec cette matière. On a tous un professeur comme ça en tête. Et là, je pense que je suis pas tombé sur la bonne personne. Tu vois, en économie, ce qui était le cas, en seconde, il y avait une initiation à l'économie, donc sciences économiques et sociales, et c'est vraiment là où je me suis dit, putain, c'est génial, ça s'intéresse à l'intérêt général, il y a un aspect analytique avec un certain nombre de taux, de ratios, de variables monétaires, d'agrégats monétaires, sans pour autant que ce soit des maths. Tu vois, il y a une notion concrète. C'est pas simplement des chiffres et des x et des y que tu mets entre guillemets pour résoudre un exercice fictif. Là, c'est la vie réelle des gens, c'est une communauté, c'est une société, c'est une entreprise. Donc, je voyais vraiment l'utilité concrète. Donc ça me plaisait. Ça alliait théorie et pratique. Par contre, les matières purement théoriques où on ne me montrait pas l'intérêt concret, soit dans ta vie quotidienne, soit pour une communauté, soit pour une société, soit pour ta famille même, ou tes relations que tu as avec les autres, ce qui était le cas en philo, c'était de la pure théorie et on ne me donnait pas des cas concrets, c'était un peu dommage. Alors que maintenant, quand tu vois les relations humaines, le développement personnel, pouvoir développer une forme de bien-être en soi, même pour ta santé mentale, si tu t'intéresses pas un minimum à ces matières-là, qui touchent un minimum, la philosophie, c'est lié un peu à la psychologie, c'est lié à tout ce qui est de l'ordre du spirituel ou pas, ça, c'est interconnecté. Donc il faut que tu t'y intéresses un minimum. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est de s'entourer de personnes qui sont passionnées dans leur domaine pour qu'elles puissent en apprendre. Et ça, on l'a intégré avec Joachim dans nos différentes entreprises, que ce soit dans le cadre de la préparation au concours, aussi bien pour les épreuves écrites, parce qu'en fait, tu réalises un projet personnel et professionnel, qu'ensuite dans le cadre de tes épreuves orales avec l'entretien de motivation, où là, c'est clairement un échange avec le jury sur ta personnalité, sur ce que tu souhaites faire plus tard. Donc pour moi, c'est fondamental ça. Que c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est la façon dont on lit. Ouais. T'as 7 sur 20 en anglais, Oui. t'as 5 sur 20 en philo. Ouais. Ok. À ce moment-là, le Arnaud qui découvre ses résultats, il pense quoi de son avenir? Il se dit quoi? J'étais pas spécialement inquiet. Non, non, mais je vais dire pourquoi. J'ai 12,9 de moyenne, donc déjà j'ai eu le bac. C'est une première chose. Donc cette step-là était réalisée. Je savais que je voulais rentrer en école de commerce parce que j'étais intéressé par les business schools et que c'était des secteurs d'activité qui à leur sortie m'intéressaient. J'avais pas énormément d'informations sur le sujet, mais je savais que c'était une excellente porte de sortie d'études supérieures pour s'intégrer sur le marché du travail et avoir une bonne carrière. Tu vois, à 18-20 ans, je savais simplement qu'entre guillemets, c'est ce qu'il y avait de mieux. J'avais pas de raisonnement pleinement abouti, mais je le savais parce que toutes les informations qui me remontaient, c'était cette conclusion-là. Euh,
j'ai pas voulu faire les écoles de commerce post-bac, pas parce qu'elles sont pas assez bonnes, mais parce que j'étais pas prêt. Tu as 5 en philo, tu as un dossier à 12,9, tu as 7 en anglais, et quand même, épreuve écrite, il y a de l'anglais, que ce soit une épreuve écrite, un QCM ou le TOEIC, épreuve orale, il y a de l'anglais. Donc en gros, j'étais pas à 100%. Donc dès que j'ai eu le bac, il a fallu mettre en place une stratégie. Donc ça, j'ai envie de dire, ça a été un peu mon point fort, c'est-à-dire je connaissais mes points forts, je connaissais mes points faibles, et je savais où je me situais, entre guillemets, par rapport au marché. Donc dès que j'ai eu le bac, je me suis dit, ok, il faut faire un truc, Arnaud, t'es nul en anglais, c'est factuel. Si tu regardes Friends, tu comprends pas, même avec les sous-titres en anglais, c'est galère à comprendre, il faut faire un truc. Donc l'objectif, ça a été, tu travailles en parallèle de tes études à l'université, tu économises, et ensuite tu fais une césure linguistique, c'est-à-dire d'entrée de jeu, tu prévois de partir 1 an dans un pays anglophone. Donc d'entrée de jeu, j'ai dû prévoir un budget. D'entrée de jeu, j'ai dû budgéter les dépenses, donc collecter les infos sur ne serait-ce que le taux de change, parce qu'à l'époque c'était 1 euro pour, 1 euro pour 1,30 $, donc ça joue énormément, parce que ton année aux États-Unis, le logement, l'immobilier, l'école de langue que tu vas te payer, même le billet d'avion, aller-retour c'est 1500 euros, 1500 euros, en fait, tu as un pouvoir d'achat de 2002, 2003, 100 $ là-bas. Donc ça change tout en termes de capacité d'épargne que tu dois dégager sur 3 années. Donc d'entrée de jeu, voilà, tu mets ça dans du Excel, tu fais des prévisions, tu travailles, donc tu t'intéresses à ta fiche de paie, les primes que tu touches. Donc d'entrée de jeu, tu es dans l'anticipation et tu t'organises. Alors, je t'interromps, je comprends mieux ce que Joachim voulait dire quand il dit ce que j'aime chez Arnaud, c'est sa capacité à envisager, prédire l'avenir, prévoir l'avenir plutôt, et être capable de tout organiser. On voit que tu as finalement organisé, tu organises aujourd'hui Hello Prépa ou ton parcours académique professionnel plutôt, comme tu organisais ton parcours académique. C'est-à-dire que tout est toujours très structuré dans ta vie comme ça. Il faut un fil rouge, il faut une ligne directrice. Après, tu as forcément une part d'imprévu. C'est-à-dire, tu peux pas tout prévoir, tout calculer, etc. Mais au moins, la ligne rouge, elle est fixée. Donc nous, honnêtement, lorsqu'on reçoit des étudiants, donc des futurs candidats, peu importe la période, tu vois, que ce soit avant l'été ou à la rentrée, la première chose, c'est qu'il faut les écouter. Tu les écoutes pour savoir leur personnalité, leurs contraintes, leurs objectifs, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ensuite, tu dis, ok, à partir de ça, on va avoir un certain nombre d'échanges, que ce soit avec nous, que ce soit avec des jurés spécialisés pour justement l'accomplissement de soi, le bien-être, et ensuite le matérialiser de manière concrète avec un projet professionnel. Donc ça va prendre un certain nombre de semaines. Et ensuite, on va fixer une ligne rouge, c'est-à-dire jusqu'à telle période, tu vas faire ça, jusqu'à telle période, tu vas te préparer pour telle épreuve, ensuite tu feras un temps de pause, là tu me dis que tu as tes partiels, on va l'intégrer, etc. Mais donc bien sûr, il y aura des imprévus. Peut-être que ton score sera inférieur au TOEIC la première fois, il faudra que tu le repasses une seconde fois, etc. Mais en tout cas, la ligne rouge, elle est fixée. Donc déjà, tu es plus serein. Donc tu leur fixes un cap, tu deviens un peu tu leur fixes un cap. Tu les cadres, tu leur fixes un cap. Mais... Est-ce que toi tu t'es appliqué sur tes études de comment améliorer l'anglais? Eux, tu vas leur dire comment améliorer ton tâche-mâche, comment intégrer telle école, quels sont tes objectifs et comment on va y arriver. Ouais. Et étape par étape, tu les cadres. Exactement. Où le gars il arrive, voilà, il est en 2e année, il t'explique son dossier, toi tu dis ok, là il y a un trou dans ton dossier, il y a un point faible dans ton dossier, les points forts nickel, mais en tout cas là il y a un point faible par rapport à la vie associative, ça serait bien que tu t'y investisses davantage. Donc au moins tu fais un état des lieux, tu fais un bilan. Et ensuite tu peux mettre une stratégie en place avec une ligne rouge ou un fil conducteur, un fil rouge qui peut s'adapter selon les circonstances. Mais au moins je me dis le candidat, et je l'ai vécu comme ça, il est serein parce qu'il a une vision. Il sait où il est dans 1 mois, dans 2 mois et dans 3 mois. Et comme c'est un minimum organisé et planifié, parce qu'il est très bien entouré par nous, et c'est ce que j'ai fait aussi à l'époque, c'est-à-dire tu fais un peu des points intermédiaires, tu t'emmagasines de la confiance parce que tu vois que 80% de ce que tu prévois se passe comme prévu. Et que le 20%, c'est pas très grave. Soit tu le corriges, et donc dans ce cas-là, tu augmentes ton taux de succès de 80 à 90%, de réalisation de soi-même de 80 à 90%, puis à 95%. Soit ça se passe pas comme prévu, et puis de toute façon, c'est pas grave. Le 5 à 10% qui se passe pas comme prévu, il est largement compensé par le 80 à 90%. Mais in fine, tu remplis ton objectif. D'autant plus que tu prévois souvent des marges de sécurité. Alors non, on n'est pas encore là. Tu n'as pas encore réussi, tu n'es pas encore à HEC. Je suis pas encore à HEC. Je suis à la fac. Là, tu es à la fac. Tu n'as jamais eu la moyenne en mathématiques? Je suis pris en licence d'économie à l'université Paris 10 Nanterre, donc je suis très fier. J'ai adoré cette fac et les enseignements qu'on a eus. Et en effet, il y a 6 semestres, et c'est encore plus théorique que le lycée, et j'ai jamais eu la moyenne en mathématiques. Jamais eu la moyenne en mathématiques, 6 semestres, 6 fois en dessous de 10.
Même pour te raconter une anecdote, je m'en souviendrai toujours parce que c'est un de mes amis qui me le rappelle encore. Qui fait en sorte que tu n'oublies pas. Qui fait en sorte que je n'oublie pas. Je suis en L1, je lui dis mais pourquoi il a mis un tiret au tableau, enfin, il va à la ligne, il met un tiret, enfin, je comprends pas quel est l'intérêt. Avant qu'il m'explique que c'était la suite de l'équation et qu'il avait prolongé son équation à la ligne en mettant non pas un tiret mais un moins. Donc tu vois, pour te dire mon niveau de compréhension de ce qui était au tableau, je confondais les moins et les tirets. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une prouesse d'avoir eu si peu en dessous de la moyenne compte tenu de ton niveau d'incompréhension? Tout le monde a des points forts et des points faibles. Une fois que tu sais ça, il faut être stratège. Donc quand tu as des points forts et des points faibles, soit tu maximises tes points forts, soit tu essaies de limiter la casse dans les points faibles. Bon, bah moi en mathématiques, il y a 4 exercices, il y avait 5 questions à chaque fois. Il fallait que j'ai au moins les 2 premières questions sur les 5 pour viser un 8, parce que je savais que j'aurais un 12, 13, 14 ailleurs. Ça, tu peux te le permettre dans le cadre des études, parce que l'objectif, entre guillemets, c'est simplement de passer d'une année à l'année suivante, donc de valider ton année. Une fois que tu es dans le cadre des concours, là, c'est totalement différent. Là, il faut que tu sois à 100% de tes capacités, et là, tu peux plus te permettre de dire « je compense ». Ça sera peut-être le cas dans les faits, mais en tout cas, il faut que tu sois à fond. Donc, il faut que tu t'entoures des meilleures personnes pour que ton potentiel soit à 100%. Ça, c'est très important. Honnêtement, moi, tous les candidats que j'ai, je ne vais pas leur promettre HEC à chaque fois. Par contre, ça me rendrait fou si le candidat n'est pas à 100% de son potentiel. Et je pense que la moitié des candidats ou des candidates n'ont soit pas assez confiance en eux, soit se sous-estiment. Mais vraiment, on les reçoit, ils disent toujours « Ah, mon dossier, il n'est pas terrible et tout ». Et tu vois le dossier et tu dis « Mais il y a des super expériences pro, il n'y en a peut-être pas 40, mais il y en a une, deux, qui va nous permettre de faire un lien avec des expériences peut-être associatives ou des passions sportives, ce qui nous permettra de déboucher ensuite sur un projet professionnel. » Et en fait, le candidat, il voit qu'au fur et à mesure, tout prend forme et on construit son projet personnel et professionnel. Mais ça, c'est parce qu'on l'a écouté et qu'on l'a, entre guillemets, interrogé sur tout pour avoir toutes les informations. Et ensuite, on échange avec lui. Comment tu t'es mis à 100% de ton potentiel alors que tu n'as jamais eu la moyenne en mathématiques pour la partie calcul en Taj-Maj? Comment tu t'y es pris? Tout simplement parce que le Taj-Maj, en fait, on se rend compte assez rapidement, ce ne sont pas des mathématiques. Il faut voir ça un peu comme une forme de gamification de la préparation. C'est-à-dire, tu as des petits exercices, des questions à résoudre, tu sais très bien que tu as 1 minute 20 par question en moyenne. Donc en fait, c'est une forme de jeu. Donc c'est un challenge. Donc une fois que tu as compris que c'est une forme de jeu et qu'il y a un certain nombre d'énigmes types, alors certes, il y en a des centaines et des centaines, mais une fois que tu les connais tous parce que tu les as répétés sur plusieurs mois, c'est là où tu arrives à avoir des bons scores. Donc il n'y a pas besoin d'être bon en mathématiques et de savoir résoudre des équations totalement nouvelles et inconnues. Parce qu'en fait, les sujets, il y en a des centaines de sortes et il faut tous les connaître. Donc tu t'y prends en amont, ça c'est obligatoire. C'est pas une question de capacité, c'est une question de répétition. Et de toute façon, l'apprentissage, ce qui fait que tu passes de la compréhension à ensuite la mémorisation de la méthode, c'est la répétition. Et donc c'est comme ça que tu t'y es pris? Ouais, tu répètes régulièrement les mêmes exercices types. Certes, les histoires changent, donc parfois tu te prépares avec différents supports, mais une fois que tu fais ça en amont, tu te fais un planning de préparation, un planning de révision sur plusieurs semaines et voire plusieurs mois, en fonction aussi de ton emploi du temps, parce que voilà, parfois tu as des partiels, tu as des cours, ou tu as un job à temps partiel, etc. Donc tu vois où tu as ton temps libre dans la semaine, tu te casses des créneaux qui sont un peu intouchables. C'est-à-dire que moi je me disais, le lundi en fin d'après-midi, j'avais pas cours, 16-19, je sais que je travaillais le Taj-Maj. Le mercredi, pareil, 16-19, je faisais le Taj-Maj et ensuite le week-end. Parce que c'était des moments où j'étais libre et où je pouvais travailler. Donc à intervalles réguliers, tu refais les mêmes exercices. Dès que tu as faux, tu reviens justement à la partie cours pour réapprendre la méthode et tu répètes. Et en fait, ce qui au début était un effort intellectuel devient très rapidement un effort, enfin même pas un effort naturel, un réflexe naturel. C'est ça, c'est l'effort, enfin je comprends la méthode, ça c'est la base. Parce que si tu appliques sans comprendre, ça va pas le faire. Tu comprends bien la méthode, ensuite tu fais de l'apprentissage répété, régulier, ce qui fait que maintenant ça devient un réflexe. Et ce ne sont pas des mathématiques. Vraiment, c'est des petits calculs à résoudre. Tu décides de partir à New York City. Pourquoi New York City? Est-ce que je veux dire, apprendre l'anglais, il y a quand même plus proche. Il y a plus proche, mais j'avais envie de me faire un petit kiff. C'est-à-dire que... Le rêve à l'américaine. Oui, le rêve à l'américaine, honnêtement. Mais si c'était à refaire, tu vois, je changerais quand même, pas forcément la ville, mais peut-être cette année de césure. J'ai fait 3 ans de licence.
je sais que je suis une bille en anglais, et de toute façon, il faut améliorer cet anglais pour être à 100% de ses capacités au concours. Donc le point faible, c'est l'anglais, on essaie de colmater la brèche. New York, donc c'est pendant ton année de césure. Exactement, donc je valide ma licence. On reviendra après là-dessus, mais donc, Ouais. du coup, donc tu valides la licence, tu pars à New York. Je valide ma licence durant 3 ans, et ensuite je pars 1 an, et c'était prévu durant ma licence, je pars 1 an à New York, mais hors système scolaire. T'as quelle moyenne en anglais au moment où tu pars à New York? Bah, une moyenne d'université, je devais tourner à 10, 11, 12, parce que du coup j'apprenais un petit peu mieux mes cours, un petit peu mieux mes listes de vocabulaire, mais j'étais pas non plus super bon, quoi. Je restais plutôt sur mon 7 sur 20 au baccalauréat. Donc tu vas, rêve à l'américaine. Je pars à New York, donc durant 1 an, où donc tu réserves ton logement, tu réserves ton école de langue, donc c'est un séjour linguistique, où j'ai pu à la fin d'ailleurs faire un stage durant 2 mois, parce que mon visa étudiant me le permettait. Et je choisis New York. Pourquoi New York? Parce que donc déjà il faut un pays anglophone. Le Royaume-Uni, Pour apprendre l'anglais, pour c'est mieux. apprendre Ouais. l'anglais, c'est mieux. Ouais. Le Royaume-Uni, j'estimais que c'était trop proche de la France. Pas la même culture, mais un peu le même état d'esprit. Voilà, en tant que tel, Londres, c'est plus proche en train que Marseille. Donc, C'est la quatrième ville de France. ouais, voilà, c'est la quatrième ville de France en termes de population française. Donc, si c'est pour revenir chaque mois à Paris et avoir cette connexion un peu permanente avec les gens qui sont en France, bah t'es pas, tu développes pas de capacité d'autonomie, tu découvres pas un nouveau monde, une nouvelle organisation de société. Tu vois, enfin souvent j'ai parlé avec des amis, etc. Quand tu vas en Inde, t'as ça, c'est un autre monde, pas parce que c'est un nouveau monde, mais parce que la société est organisée différemment. Au Japon, tu vois, c'est pareil. Et j'avais envie de connaître un peu ce côté nouveau monde, sans pour autant partir au fin fond de la savane, tu vois, parce qu'il fallait apprendre l'anglais quand même. Et préparer ces concours, parce qu'après cette année à New York, je suis revenu pour être direct avec les concours, tu vois. Tu avais ce double objectif. Au moment où tu pars, Ouais. tu sais que tu es à Ouais. la fois pour améliorer l'anglais et en même temps l'anglais qui va permettre d'obtenir bien les sûr. concours. C'est-à-dire, tu fais 3 ans, tu as une année off où tu amélioré l'anglais, tu peux pas revenir et être en mode les doigts de pied en éventail. C'est-à-dire, entre guillemets, il y a un plan, il y a une stratégie qui est menée. Entre guillemets, j'ai utilisé une année de césure, je peux pas en utiliser 2, 3, 4. Donc, dès que je reviens, directement dans le couloir des concours. Et j'ai choisi New York, bah voilà, parce que pas le Royaume-Uni, pas Malte, l'Afrique du Sud, où je suis allé en échange étudiant durant mon master, mais ça me paraissait un peu trop lointain, entre guillemets. Ça correspondait pas assez un peu à mon rêve, c'était encore inconnu cette partie du monde dans ma tête. Donc c'était les États-Unis. Et voilà, New York, c'était bien, ça me tentait déjà, la ville en tant que telle. Mon père est pompier, donc forcément le 9/11, les attentats du 11 septembre, les pompiers qui ont été durement touchés, enfin ça me parlait. Donc j'avais vu énormément de reportages sur New York du fait des attentats et qui ensuite ont été prolongés par un intérêt pour New York. Donc c'était une petite ville coup de cœur, tu vois. Puis New York, si tu n'y es pas allé au moins une fois dans ta vie, je considère que c'est un peu dommage. Que t'aimes ou que t'aimes pas, mais au moins il faut s'y rendre une fois pour se faire une idée de ce qu'est New York et de ce qu'on en dit. Forcément, il y a un côté, tu le vois dans les films. Et voilà, c'est la ville-monde. Donc je réserve 1 an à New York. C'était à refaire, tu vois, j'aurais fait 6 mois côte ouest, 6 mois côte est. Non, franchement, je me serais fait 6 mois de Californie. West et Coast, 6 East mois, Coast. ouais, 6 mois, 6 mois. Mais j'avais peur de donner cet effet un peu vacancier globetrotter. Et qui en fait est extrêmement apprécié. Donc à titre personnel, j'aurais fait ça, mais je me suis entre guillemets contenté de 1 an de New York pour que la ligne elle soit très lisible et très claire dans l'optique des concours. Ce qui me surprend par rapport à ta personnalité, voilà, on voit que tu es quelqu'un qui voit sur le long terme. C'est aussi ce que Joachim disait toi, c'est ce qu'il appréciait chez toi, cette vision stratégique, avoir toujours comme ça plusieurs coups d'avance et de se fixer un cap et de s'y tenir, de se dire voilà, comment je peux faire pour j'ai un objectif, c'est quoi le chemin, le trajet le plus court entre ce point-là et moi pour y arriver. Tu choisis New York, qui est une des villes les plus chères du monde. Est-ce que ça veut dire que tu es d'une famille aisée? C'est eux qui financent? Non, absolument pas, parce que lorsque tu as le bac et que tu dis à tes parents, donc moi j'ai eu le bac à 17 ans, parce que je suis en fin d'année, j'ai le bac à 17 ans, je dis à mes parents, voilà, je suis pas bon en anglais, je vais rentrer en école de commerce à un moment donné, donc c'est forcément les admissions parallèles, parce que je suis pris en licence, je vais travailler en parallèle, et je vais faire une année de césure dans un pays anglophone, et je savais déjà que c'était les États-Unis, mais je savais pas quelle ville. Ça aurait pu être le Canada, mais en tout cas l'Amérique du Nord. Moi, mes parents, ils n'ont pas fait d'études supérieures. L'Amérique du Nord, c'est un autre continent. Ils me disent, ouais, arrête de regarder tes séries télé. C'était à l'époque, on Arrête de avait toutes regarder les Friends. séries télé, Friends, Grey's Anatomy. Enfin, c'était il y a 10 ans, où toutes les séries télé US cartonnaient en France. Et tout le monde regardait. Il y avait un nouveau rêve américain qui se recréait, en tout cas. Et mes parents étaient en mode...
T'inquiète pas, tu vas grandir, valide année après année, parce que déjà, accès aux études supérieures, c'était une petite step, valide déjà ton diplôme, et ensuite tu verras quoi faire, Je te etc. rappelle que tu as 7 sur 20 en anglais, voilà. Ouais, voilà, je te rappelle que tu as 7 sur 20, les États-Unis, oui, oui, d'accord, on verra ça plus tard. Et la première année validée, en licence 1, classique, un petit, je crois que j'avais eu 12,1, enfin bref, toujours dans ma régularité de l'élève qui valide, en étant une petite marge de sécurité, mais sans pour autant forcer. Mais il fallait taffer à mort à côté. C'est-à-dire, c'est babysitting à fond, c'est cours particuliers à fond, c'est job d'été à fond, c'est travail de nuit. Tu vois, chez Auchan, j'étais magasinier, il fallait travailler de nuit parce qu'il y avait une prime de 30% quand tu travaillais de nuit. Et donc, tu vois, quand je te disais tout à l'heure qu'il faut absolument avoir une ligne directrice et garder de l'imprévu autour de cette ligne, c'est ça. Je savais que je voulais faire un job d'été chez Auchan, donc tu vois, j'avais signé. J'avais pas prévu qu'il y aurait une prime de 30% la nuit et que c'est une autre ambiance au travail quand tu fais de 8 heures, de minuit à 8 heures du matin pour remplir les rayons. C'était pour la rentrée de septembre, tu remplis les rayons, les équerres, les cahiers, les stylos, etc. Donc ça, c'est la partie Tu d'imprévu. fais du facing avec les produits que tu mets à l'avant pour Exactement, donner l'impression d'abondance. exactement. Tu mets les broches dans chaque truc, etc. Pareil pour New York, tu vois, j'ai parlé avec aucun Américain. Je suis allé, alors déjà parce que New York en tant que tel, c'est pas une ville qui est américaine, c'est une ville qui est mondiale, cosmopolite. Hein, je crois qu'il y a que 25 ou 30% d'Américains de nationalité américaine à New York. Et ensuite, parce que j'arrive là-bas, je me dis, tiens, chouette, si je rencontre pas des Américains, enfin des New-Yorkais, pardon, je vais rencontrer, je sais pas, du Texan, du Californien, qui est peut-être venu faire ses études à New York, un peu une vision française. Et j'arrive là-bas et dans mon école, il y a, et même enfin, dans les bars, dans les sorties, etc., il y a énormément de Coréens, énormément de Chinois, énormément de Japonais, énormément d'Arabes, d'Arabie Saoudite, du Liban, des étudiants turcs, des étudiants russes. Et en fait, je n'ai parlé à aucun Américain ou aucun quasiment New-Yorkais durant un an. Enfin, limite, j'ai fait 6 000 km pour rencontrer la Terre entière. Et tu vois, ça c'est la ligne directrice. C'est-à-dire, je pensais que j'allais rencontrer que des anglophones, et en fait c'était que des gens qui avaient appris l'anglais sur le tard, ou appris l'anglais comme nous on l'a appris en France, et qui ont déménagé là-bas, tu vois. Et alors, comment ça se passe quand on a... Alors, tu avais 11 de moyenne à ce moment-là, mais Mm. tu partais d'un 7 sur 20. Ça se passe comment, la vie au quotidien à New York? On ne sait pas parler anglais, on baragouine. Et ça, j'imagine, il y a tous les accents comme ça qui s'entrechoquent. Bah, à la base, déjà, j'avais pas de logement. Non mais c'est-à-dire, j'avais réservé une auberge de jeunesse le moins cher possible, parce que comme tu l'as dit, c'est extrêmement cher. Donc certes, j'avais économisé. Grosso modo, il me fallait 30 000 euros. J'avais budgété 30 000 euros pour cette année à New York. École, avion, logement et nourriture. Et tu as rassemblé ces 30 000 euros à l'huile de coude. Et il fallait chaque année épargner 10 000 euros. Donc je vivais aussi un peu, parce que tu sors un peu. Donc il fallait grosso modo gagner 12, 13, 14 000 euros par an. En gros, j'avais calculé qu'il me fallait un SMIC. Donc il faut y aller quand même. Donc le samedi soir, en effet, bah, tu fais de babysitting plutôt que de sortir, parce qu'il y a un budget et qu'il faut tenir le budget, sinon tu pars pas, tu vois. Et ça, c'était pas possible. Donc t'épargnes voilà, 1 000 euros par mois sur tes 36 mois de licence, donc tes 3 années. Tu pars là-bas, et j'avais pas de logement, parce que le premier mois, c'était une auberge de jeunesse, pour ensuite trouver un logement sur place. Parce que si tu réserves un logement à distance, c'est via une agence, c'est via un intermédiaire. À 6 000 km, forcément, il te prend 25%, il te prend 2 000 à 3 000 euros simplement pour trouver ton logement durant un an. Et on parle de l'immobilier, tu vois, à Paris ou dans les grandes villes en France, mais là-bas, c'est encore plus, tu vois. Et puis surtout, tu connais mal les quartiers. C'est-à-dire, souvent, on connaît Manhattan, en mode Manhattan, c'est New York. Mais moi, j'allais pas habiter à Manhattan, j'allais pas habiter à la 39e rue, à 3 rues de Times Square. Enfin, c'est comme si tu disais que tu habitais dans le triangle d'or à Paris, dans le 8e arrondissement ou à proche d'Opéra, c'est pas possible. Mais ensuite, Brooklyn, le Queens, etc. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que Brooklyn, géographiquement et en termes de population, c'est la taille de Paris. Donc New York, comme on le connaît actuellement, c'est l'équivalent du Grand Paris, le fameux grand projet où la petite couronne et la grande couronne est rattachée, forment une grande ville. Bah, eux, ils l'ont fait 100 ans avant. Donc Brooklyn, c'était une ville différente de Manhattan, et il y a 100 ans, ils ont fusionné, pareil pour le Queens, pour former le New York qu'on connaît. Donc, Toi, t'es arrivé au milieu de tout ça. donc je réserve l'auberge de jeunesse la moins chère quasiment de Brooklyn, assez éloignée d'où il y a mon école, grosso modo c'était une petite heure de métro. Et je me rends compte très rapidement que c'est pas une auberge de jeunesse comme on a à l'image nous en mode l'auberge espagnole avec des touristes. C'est plutôt ceux qui ont perdu leur maison du fait de la crise de 2008
et qui sont dans une pauvreté absolue. La moitié ont sombré un peu dans la drogue, sont dans des situations précaires, mais même niveau santé mentale, ils commencent à être un peu atteints, entre guillemets. Enfin, les trois quarts de ceux qui étaient dans cette auberge de jeunesse, c'était un peu des parcours chaotiques, et la step d'après, c'était ils devenaient SDF, tu vois. Donc j'avais réservé 2 mois et je pouvais pas rester 2 mois là-dedans parce que c'était une ambiance assez particulière. Donc très rapidement, il y a un site qui s'appelle Craigslist, c'est l'équivalent du Bon Coin ou PAP en France. T'envoies tes annonces, etc. Et il y en a un qui me dit oui à Harlem. Et Harlem, honnêtement, un point de vue de français, Harlem, c'est un peu rattaché au Bronx. Tu sais pas si c'est safe ou pas. Parce qu'encore une fois, quand tu regardes les reportages qui sont énormément basés sur les années 90, etc., il y avait énormément de violence à New York et dans ces quartiers-là. Quand tu regardes les films, même pareil, quand tu regardes les films, quand ça se passe dans le Bronx, forcément, c'est en lien avec la drogue, les règlements de compte, etc. Donc inconsciemment, tu associes un peu ces quartiers-là à des quartiers qui ne sont pas forcément bien famés. Donc tu as un double défi, à la fois un défi social et la barrière de la langue. Ouais, et puis en effet, la barrière de la langue. C'est-à-dire, toi, tu postules, il y a plein d'Américains qui parlent parfaitement anglais, qui postulent aussi aux petites annonces pour être hébergés. Donc je me mets à la place du New-Yorkais ou de l'Américain, forcément, ils préfèrent un Américain versus un Américain, c'est plus facile pour échanger, c'est plus safe, les banques sont américaines. Moi, j'avais jamais eu d'ailleurs de compte en banque aux États-Unis. Donc quand la personne, tu dis, je vous paie en liquide, c'est-à-dire je vais aller retirer l'argent en liquide pour vous payer, ça, tu parais pas fiable. Bon, finalement, il y en a un qui m'accepte, je m'entends bien avec lui et il accepte qu'on fasse une colocation, donc c'était son appartement, une colocation à Harlem. Et en fait, une fois que tu es sur place, c'est là où tu vois, tu te dis, certes, c'était prévu que je fasse un peu d'auberge de jeunesse, mais ça s'est passé différemment, et pour ensuite trouver justement un vrai appartement, mais j'avais pas prévu de le trouver à Harlem. J'avais pas prévu de le trouver dans un quartier en pleine gentrification. Parce qu'en fait, Harlem, c'est exactement ça. Hein. Il y a un embourgeoisement puissance 10 dans ces quartiers-là. J'avais pas prévu de trouver sur cette ligne de métro. J'avais pas prévu aussi de trouver à ce tarif-là. Même, donc il s'appelle Mosuso, même mon coloc. Tu vois, moi je suis blanc, lui il est noir. Franchement, c'était hyper intéressant de parler des différentes ethnies aux États-Unis parce qu'ils ont une vision totalement différente de ce qu'on peut avoir en France. Et ça, je l'avais pas prévu, tu vois. Et c'est ça, c'était génial. Donc il y a un enrichissement culturel qui se crée, en plus de l'enrichissement de la langue. Mais vraiment la question, je reviens dessus, hein, ça a été comment pour toi on ne sait pas parler anglais et on se force, ça finit par se faire, on baragouine. Tu as dû faire appel à quelle qualité personnelle que tu avais pour justement à la fois t'acclimater, on peut dire que tu as une grande capacité d'adaptation, de la persévérance. T'as pas le choix, il faut y aller. Hein. C'est quand il faut aller acheter ta nourriture au supermarché et que tu veux demander où sont les légumes. En fait, tu te fais un petit carnet de vocabulaire et tu dis chaque jour, j'apprends 10 mots de vocabulaire. Donc le mot vegetable, tu es obligé de l'apprendre. Les différentes viandes, les différents fruits, tu es obligé de les apprendre. Parce que là-bas, il n'y a pas Carrefour, il n'y a pas Franprix, il n'y a pas Leclerc. Et puis ils ont énormément ce système d'épicerie, ils n'ont pas ce système de supermarket à New York, à part Whole Foods, etc., qui est un peu un truc marketé bio, mais il y en a que 3 ou 4 dans la ville de New York. La plupart du temps, c'est des épiceries. Donc, tu reconnais pas les étalages. Ça paraît bête à dire, mais toutes les marques sont différentes. Bon, hormis Coca-Cola, McDo, les grandes. Mais les marques de biscuits, les marques de pâtes, de gâteaux, même tous les produits d'hygiène et d'entretien, c'est absolument pas le même packaging qu'en France. Donc, même si c'est Nivea et Nivea, c'est pas le même packaging. Donc, en fait, tu te fatigues mentalement durant 1 mois à prendre tes habitudes, à bien lire les cartes de métro, à bien savoir où sont les produits dans les supermarchés, à parler la langue, parce qu'au début, tu traduis dans ta tête. Tu dis, je veux dire ça en français, et ensuite, je vais le traduire, et quand tu reçois l'information, tu le traduis en français. Au bout de 2-3 mois, déjà, tu as appris tes 10 mots de vocabulaire par jour. Au bout d'un mois, tu en connais 300. Allez, même si tu en as oublié une partie, il t'en reste 200 à 250 en tête. Déjà, tu as l'anglais conversationnel. Tu peux échanger dans la vie de tous les jours. Et comme je t'ai dit, la plupart du temps, ce ne sont pas des natifs américains. Le fait qu'ils aient un accent, ça t'aide un peu parce qu'ils ont appris l'anglais comme toi de manière assez grammaticale avec sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Ils vont pas couper les mots, ils vont pas les mâcher comme on peut le faire quand c'est ta langue maternelle. Donc oui, capacité d'adaptation, pas le choix. C'est pour ça que je voulais couper. Quand tu es à Londres, voilà, les Anglais parlent un minimum français, tu as beaucoup de Français, tu peux te créer un réseau là-bas. Au moins là, tu es seul au monde. Tu es seul au monde. Quand il faut aller prendre un abonnement téléphonique,
dans un magasin de cell phone, donc de téléphone portable. Là-bas, c'est pas Bouygues, Free, Orange. C'est T-Télécom, donc c'était le seul opérateur allemand. Il y en avait 2-3 autres dont j'ai oublié, américains. Et bah, t'es obligé de parler anglais. T'es obligé Donc de tu parler t'y es anglais. fait comme ça, en te forçant, en t'imposant finalement la rigueur que tu es toujours imposée. Et alors comment t'en arrives aux AST? Tu as préparé en parallèle de ce séjour à New York les concours où il y a eu un déclic? Parce que tu m'as dit que tu étais parti en te fixant déjà ce cap de me dire voilà, Dès je le vais bac, passer je les savais que AST. j'allais faire des admissions parallèles. Très bien. Alors, Parce que pour entrer en école, c'est soit post-bac, ça je l'avais exclu parce que j'étais pas à 100%. Les classes préparatoires, j'ai été refusé, à juste titre, parce que j'avais pas le niveau. Tu vois, j'étais pas assez bon en langue, pas assez bon dans les matières littéraires, et ça suffisait pas à compenser les autres matières, donc histoire, géo, économie. Donc, tu vas à l'université, donc ton seul moyen d'accéder aux écoles de commerce, c'est les admissions parallèles, en fait. Donc, d'entrée de jeu, le plan était fixé. Je sais qu'une partie était le dossier, donc un maximum d'expérience pro, aussi bien pour moi, parce qu'il fallait épargner, gagner de l'argent pour me payer cette année à New York, et ensuite à l'école, hein, même si j'ai fait un crédit, mais il fallait quand même payer la compte, des choses comme ça, et prévoir une marge de sécurité. Maximum d'expérience associative, maximum d'expérience à l'international pour avoir un dossier blindé. Donc encore une fois, l'anticipation et la prévision, ça fait que 3 ans en amont, je sais qu'il fallait blinder à fond son CV, son dossier. Et le dossier, je savais que ce n'était pas que la partie académique. et alors tu les prépares à quel moment? Pendant que tu es à New York, tu bosses sur les concours AST? En Pendant que je suis à revenant New de York, pendant que je suis à New York, je mets le paquet sur l'anglais durant une période où je le passe 3 fois. Donc j'achète 1, 2, 3 livres. Je révise durant 2 à 3 mois ça. Je le passe une première fois, j'ai 855. Donc tu vois, après 2 mois de révision, tu as 855. Tu dis, alors que je suis sur place et que je parle que anglais, L'objectif bon, n'est pas encore rempli. c'est mieux qu'un 7 sur 20 bac. Donc là, tu te dis, bon, Faut voir d'où on part. ouais, exactement. Il faut voir d'où on part. Mais j'ai 855, ça correspond peut-être à un, bon, selon les écoles, on va dire à un 10-11. Bon, bah, c'est pas ouf, tu vois, surtout après tout ça. Je retente une autre fois, bon, tu te laisses 2-3 semaines de progression, et là, j'ai 955 qui est finalement le score que j'ai communiqué à mes concours. Donc j'ai passé 2 à 3 fois l'anglais, donc le TOEIC, parce que c'était l'épreuve. Une fois que j'ai validé cette épreuve-là, je commence petit à petit à réviser le Taj-Maj, qui était le test de logique. Donc, tu te fais un planning de révision, tu l'adaptes sur plusieurs mois. Donc, parce que moi, je suis revenu en France en fin d'année. Donc, je suis revenu en France en fin novembre, début décembre. Et à l'époque, on ne pouvait passer qu'une seule fois le Taj-Maj. On ne pouvait pas le passer 2 fois comme aujourd'hui. Et j'avais déjà réservé ma session, qui était en mars. Donc, j'ai commencé à taffer à partir de septembre. Et de septembre jusqu'à mars, durant 6 mois, j'ai taffé du coup ce Taj-Maj. Mais pas 6 mois à temps plein, parce que sinon t'exploses. C'est comme quand tu dois te préparer pour une compétition sportive. Enfin, il y en a plein qui, à mon avis, qui nous écoutent, qui vont se reconnaître. Si tu as un objectif sportif, si tu es à fond durant 6 mois, tu arrives, tu es cramé. Donc, il faut te prévoir des cycles de progression. Il y a 6 sous-tests. Et bah, C'est comme ça que tu fais pour le marathon? c'est comme ça que j'ai fait pour le marathon, même si j'ai un peu galéré sur la fin. Mais en tout cas, dans la théorie, c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, je l'ai mis en application. Je l'ai mis en application pour mon cas personnel. Ça a très bien marché. Et c'est ensuite ce qu'on a mis en application avec Joachim durant notre carrière professionnelle, avec les candidats qu'on a préparés durant une dizaine d'années. Et qu'on continue d'ailleurs à préparer. Et on l'optimise simplement. Il faut que ce soit personnalisé pour chacun. Donc moi, j'avais 6 mois. Il y a 6 sous-tests. Et je savais que les 4 premiers mois, je passais 2 à 3 semaines par sous-test. Et les 2 derniers mois, je refaisais les 6 tests en continu en roulement. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir un bon score, tu vois. Parce que j'ai eu 457 sur 600. Et au TOEIC? Et au TOEIC, 955. Donc 955, c'est le score qui est parti. Donc tu as fait ton année à New York. Tu es Ouais. parti d'un 5 sur 20. 7 sur 20 bac, Je confonds avec ouais. la philo parce Ouais. que c'est difficile. On confond du coup 7 les sur, deux tu mauvaises confonds notes. toutes mes mauvaises notes, ouais. Je confonds des mauvaises notes. Et tu es arrivé à un 955 au TOEIC. Et Donc, 955 au TOEIC. objectif rempli. C'était 950. À partir de 950, on dit que c'est un très bon score. Moi, c'était bon. Et surtout, je l'avais passé une 3e fois et j'étais descendu à 910. Donc, mon pic de forme était 955 envoyé. Et après ton score au Taj-Maj où tu performes. Je te parlais du marathon. Ouais. Parce que je sais que tu prépares le marathon, que tu as préparé le marathon, Ouais. tu vas courir le marathon, tu veux nous en parler, Ouais. tu le conjugueras autant que tu veux. À part les cours, parce que là on se dit, Arnaud, c'est une machine de guerre de l'organisation. Il se fixe un objectif, il bosse. T'as des plaisirs dans la vie? Oui. Non, mais j'étais Ça, en train. Non, mais t'as j'étais pas en l'air d'être train- sûr. Non, mais j'étais en train de réfléchir avec le machine de l'organisation. Je dirais pas que c'est parce que je voulais reprendre ta phrase et ensuite je me suis dit que j'allais répondre à ta question.
Machine de l'organisation à moyen et à long terme. Je dirais plus de la stratégie en fonction de tes points forts et tes points faibles. Ou entre guillemets, là, je me considère excellent. Par contre, l'organisation dans ma journée même, là, ça sera plus compliqué. Parce que si tu veux être organisé à court terme, c'est-à-dire 10-11, je fais ça, 11-12, je fais ça, 12-14 heures, je fais ça, en fait, il faut être extrêmement concentré pour pouvoir faire les tâches dans le temps imparti. Et comme j'ai pas des capacités de concentration excellentes, ça ne veut pas dire non plus que j'arrive pas à me concentrer, mais je suis normal, mon emploi du temps sur la journée même, T'as le droit d'avoir des défauts. Fluctue. T'as le droit d'avoir des défauts. Non, mais il fluctue. Tu vois, j'improvise. Mais par contre, on revient toujours au même discours. La ligne directrice est fixée. C'est-à-dire, dans 3 semaines, je sais ce qui se passe. Dans 3 mois, je sais ce qui se passe. Les 3 prochains jours, je sais ce que je dois faire, mais on verra comment ça se passe si jamais j'arrive à le faire. Et pour répondre à ta question du marathon que j'ai oublié... Non, les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Le marathon, mais il y a peut-être d'autres choses que tu fais. Je pense à ça. J'ai une idée, ouais, moi, non, si jamais t'en as pas. Non, mais le sport, j'adore ça. Donc, en effet, je fais pas mal de sport d'endurance. J'ai fait beaucoup de vélo donc du cyclisme, du vélo de route, durant plusieurs années, parce que l'analyse des performances, j'adorais ça. Découvrir plusieurs paysages, j'adorais ça. La vitesse, j'adorais ça. La mécanique, j'adorais ça. Le dépassement de soi à travers les sports d'endurance, je trouve ça top. Et ça permet un peu de voyager quand même, parce que tu pars de Paris, tu vas à Versailles, tu vas en Vallée de Chevreuse, enfin bref, en vélo, tu peux faire 100 km. Il y a des activités que tu fais sans essayer de performer? Oui. Non, bien sûr. Bah, tu vois, série télé, classique, cinéma, lecture, opéra. Mais tu vas me dire, à chaque fois, tu vois, par exemple, j'ai souvent eu pour habitude qu'à chaque fois que j'allais dans une capitale à l'étranger en Europe, je faisais toujours un opéra. Donc, tu vois, la Fenice à Venise, parce que j'adore l'image, l'enveloppe symbolique ou l'imaginaire qui est véhiculé autour d'une activité comme ça. C'est-à-dire, faire une activité pour faire une activité, bon, c'est sympa, mais ça ne me parle pas. Donc, il faut que l'activité, elle me transporte. Soit, en effet, par un côté dépassement de soi, etc. Ça, c'est davantage le sport, la performance. Bon, ok, on a compris le toujours plus, etc. Le challenger. Soit, il faut que ça me transporte, mais comme au fil de l'eau, tu vois. C'est-à-dire, toi, tu es sur ton radeau, tu sais pas où va le courant, mais tu vas découvrir de nouveaux paysages à chaque fois qu'il y aura un... Chaque détour. Ouais, à chaque détour. Et il faut qu'il y ait de ça lorsque je fais une activité. Donc, mais c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes. Pourquoi on va au cinéma s'enfermer dans une salle noire pour voir un film? C'est parce que tu as envie de t'immerger dans le film et être limite imprégné par les personnages, par voilà, leur comportement, par l'action, etc. Pourquoi maintenant le cinéma va passer en 3D, voire pourquoi pas en 4D? C'est pour que ce soit encore plus immersif. Ça a le droit de t'appartenir à toi aussi, non, sans que tout le monde soit sûr. d'accord avec toi. Moi, je pensais, est-ce que c'est légal d'escalader la Tour Eiffel? Ah. Je pensais à ça. Alors déjà, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? On pose souvent la question. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, dis-moi de quoi on parle. Non, mais ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça, c'est vrai? On le met souvent sur la 4e de couverture, donc le dos de notre livre. J'ai escaladé 2 fois la Tour Eiffel. D'accord. En étant à jeun. Non, mais de nuit, à 3 heures du matin. C'est pas un délire avec des potes où tu te dis à 4 heures du matin. Mais déjà, tu peux pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pieds, il y a un revêtement, donc les pieds de la Tour Eiffel. Il y a 4 grandes colonnes ou 4 pieds qui rejoignent le haut de la Tour Eiffel. Les 5 premiers mètres de chaque pied, donc en dessous de la ferraille, c'est du dur, c'est de la pierre, et il y a un produit qui est mis dessus qui est glissant. Donc personne ne peut escalader ça, c'est impossible, tu glisses totalement. Il y en a qui ont essayé, quoi. Ils ont eu des problèmes. Mais c'est impossible. Donc en fait, oui, j'ai escaladé 2 fois la Tour Eiffel parce que j'ai un père qui est pompier. C'est ce que tu nous disais, ouais. Il y a un père qui est pompier qui faisait partie d'une équipe spécialisée, entre guillemets, d'alpinistes pompiers urbains. Pourquoi tu dis entre guillemets? Parce que je caricature un peu le nom de l'équipe. C'est une équipe spécialisée pour toutes les interventions en hauteur. Donc en gros, tu as un camion de pompier qui est une échelle. L'échelle peut être déployée jusqu'à 30 mètres. Quand c'est au-dessus de 30 mètres, bah, il faut bien y aller. Donc, s'il se passe quelque chose à 120 mètres de haut d'une tour, bah, généralement, c'est des gens avec voilà, des cordes, etc., comme des alpinistes qui descendent la tour pour intervenir. Et ils s'entraînent, leur lieu d'entraînement, c'est la Tour Eiffel. Parce que c'est atypique, parce que c'est sympa et parce qu'ils ont l'autorisation. Donc, j'ai tout simplement demandé l'autorisation à mon père de pouvoir escalader la Tour Eiffel, avec son équipe. Je sais pas si Olive est d'accord avec toi, vas-y, oui. De pouvoir escalader la Tour Eiffel avec son équipe, ça s'est produit à 2 reprises. Et c'était une expérience de dingue. Parce que tu apprends à partir de quelle hauteur tu as le vertige.
T'apprends que passer une certaine Et hauteur, alors, tu n'as. pour toi, c'est quelle hauteur? Mais en fait, c'est pas pour moi. Apparemment, c'est un biais psychologique qui est que tu as le vertige tant que tu sais que potentiellement tu ne meurs pas à 100%. Les gens qui sautent en parachute, ils parlent jamais de vertige. Ils sont à 4000 mètres de haut, 2000, 3000. La porte de l'avion s'ouvre, ils ont peut-être peur, la vitesse et tout, je vais sauter dans le vide. Mais à aucun moment ils disent, oula, j'ai eu le vertige, attention. Parce qu'en fait, Mais au premier étage de la Tour Eiffel, a priori, on est sûr de pas se rater. oui, mais c'est à partir de là où tu n'as plus le vertige. C'est-à-dire que quand tu es à 10 mètres et que c'est des hauteurs que tu rattaches à des habitations ou à des balcons, etc., où tu peux avoir cette peur, là tu as la peur du vertige. Passer une certaine hauteur, tu n'as. Alors peut-être c'est une question d'habitude, parce qu'avant d'arriver au premier étage, tu grimpes vraiment comme un arbre. Bon, bien sûr, tu es sécurisé avec des cordes, etc., mais tu grimpes, tu es une cordée en fait, tu es 4, 5, 6 personnes, et là, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, eux, c'est des professionnels, c'est leur entraînement. Toi, tu es un invité, donc il est hors de question qu'ils s'arrêtent leur entraînement. Et surtout, la Tour Eiffel, au début, elle est penchée, elle est inclinée. Donc ça va, tu grimpes comme un arbre. Tu marches, presque. Oui, tu marches, mais quand même, t'es pas serein, parce que la sécurité est en fonction des autres. T'es pas attaché à la Tour Eiffel, ça, c'est interdit. Donc tu zigzags entre les barreaux, et si jamais il y en a un qui tombe, bah, tu vas faire le cochon pendu. D'accord. Mais si la majorité des gens de ta cordée tombent, tout le monde tombe, comme dans les dessins animés. Vous êtes 5, s'il y en a 3 qui tombent, bah, les 2 partent avec. S'il y en a qu'un, ça va, parce que les 4 autres vont compenser. Donc tu arrives au premier étage, jusqu'au deuxième, ça va. Et en fait, ensuite, la Tour Eiffel, elle est toute droite. Ta Tour Eiffel, elle est toute droite. Et une Tour Eiffel qui est toute droite, c'est une Tour Eiffel qui tangue. Et ça, oui. honnêtement, là, tu recommences un peu à flipper. Non, mais vraiment. Quand tu es parce sur que une structure métallique qui Non, se met à mais bouger, ça fait peur. tu sais, parfois, ils te ferment le troisième étage de la Tour Eiffel pour cause de vent. Et t'es là en mode, ouais, c'est une question de sécurité. Bon, ok, d'accord. Mais une fois que t'es à 200 mètres et que toi, t'es pas dans l'ascenseur qui monte au troisième, mais que t'es sur le barreau qui est comme ça, le barreau de la Tour Eiffel à 200 mètres et elle est toute droite, et vraiment, ça tangue. C'est vraiment, c'est comme sur un bateau, comme sur un ferry, c'est vraiment ça. Et surtout, t'espères qu'ils ont bien vissé les boulons. Parce que, Oui, ça commence par là, oui. parce que tu te rattaches à tes barres à chaque fois, enfin à des barreaux, quoi. Voilà, tu grimpes comme ça, donc il faut pas que ça lâche. Donc oui, le self-control, il est là. Oui, la maîtrise de ses émotions et de ses peurs, bah là, tu y es à fond. Et ensuite, il y avait une descente en rappel du premier étage, qui paraît limite un peu bateau maintenant que tu dis ça, mais qui est pareil. Eux, ils ont l'habitude, cette équipe spécialisée, mais le gars, il te dit, bon, vas-y, assis-toi. Enfin, quand il dit assis-toi, c'est assis-toi dans le vide, et ensuite, tu vas pouvoir commencer ta descente en rappel. Mais c'est pas naturel de s'asseoir dans le vide à 50 mètres de haut. Mais t'as pas le choix, en fait. Donc ça, c'est ce qui fait que lorsque tu dois rentrer dans une salle pour passer ton entretien de motivation, bon, bah, t'as pas le choix. Et en fait, bon, bah, ça va. Enfin, ça passe. C'est pas. Oui, il y a moins effrayant. Du coup, j'allais dire, Il y a c'est un moins peu flippant. finalement l'allégorie du Taj Mahal où on doit dépasser ses peurs psychologiques. Une fois qu'on dépasse son vertige, on arrive à un point où finalement on est à l'aise et on sait qu'on y arrivera d'une certaine manière. Oui, mais en vrai, le Taj Mahal, c'est un peu flippant. Il faut être honnête, Je dirais que c'est plus flippant de passer son Taj Mahal que d'escalader la Tour Eiffel. c'est stressant parce que tu connais l'importance et l'enjeu. La Tour Eiffel, il n'y avait pas d'enjeu. C'était flippant parce que, voilà, t'as 200 mètres de haut. Rester en vie. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, il fallait pas se tromper. Mais si tu dis à ton bras de se lever, il se levait. Bon, voilà. Alors, mais il n'y a pas d'enjeu en tant que tel. Si à un moment tu dis, écoutez, il faut absolument que j'arrête, bien sûr, ils n'allaient pas continuer. Tu t'arrêtes et tu redescends par l'escalier de secours. Le Taj Mahal, c'est pas l'épreuve en tant que telle. C'est que tu peux le passer que, alors moi à mon époque, 1 fois par an et maintenant 2 fois par an, mais que c'est un enjeu énorme dans l'optique de tes concours, donc de l'école, donc de ton insertion. Alors, justement, comment tu gères on va parler des oraux, on a beaucoup parlé des écrits. Comment tu gères j'ai posé cette question-là à Joachim. Lui, c'était un monstre de confiance en lui. Il savait, voilà, moi, les oraux, c'est pas un problème. Comment tu gères, toi, ce stress de l'admissibilité? Tu passes tes concours, tu es admissible à HEC. Entre autres, parce que j'ai fait le SCP, le M Lyon, l'EDEC, Neoma. Vous faites tout pareil, en fait. Toulouse. Joachim, de mémoire, je crois il a eu les secs. Oui, voilà, il allait aux oraux top 3, etc. Moi, comme je revenais en France, il me fallait un plan A qui était le top 5, surtout le M Lyon et l'EDEC. Et j'avais un plan B qui était des bonnes écoles, c'était Neoma, Toulouse Business School, Audencia, où j'y suis allé, Schema, etc. Donc en gros, j'ai passé tout le top 10. Donc tu vois, si tu rates un entretien de motivation, tu dis au pire, il y a 7 autres écoles. Il n'y a que pour HEC où tu ne raisonnes pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de meilleure école qu'HEC. Donc là,
T'as pas de seconde cartouche. Si tu rates l'entretien d'Audencia, entre guillemets, tu peux dire au pire, je me referai à l'EM, à l'EDEC, etc. Si tu rates l'EM, de toute façon, t'as l'EDEC. Si tu rates Schema, t'en as une équivalente. Si tu rates HEC, ah bah forcément, là, t'es rétrogradé en termes de classement. Donc là, c'est surtout cet entretien-là qu'il faut pas louper. Quand tu es admis à HEC, tu cliques sur le bouton admis. Admis. Tu es admis à HEC, tu cliques sur le bouton. J'aimerais savoir, moi, je ne connaîtrais jamais cette sensation de. Tu es sur le site d'HEC, tu vois, sur Apply. Je te l'ai fait en anglais, du coup. Voilà. Et là, il y a marqué admis. Qu'est-ce qui te traverse? Joachim disait, moi, je suis passé un pacte du moment parce que j'avais déjà d'autres résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je vais te raconter une anecdote de dingue. Vas-y. HEC ne donne pas le nombre de places pour leur concours. C'est un peu l'attitude d'HEC qui consiste à dire si l'élève a notre niveau, on le prend. S'il n'a pas le niveau, on ne le prend pas. Donc, ils donnent des indications. Ils disent l'année dernière, on en a pris pour les admissions parallèles, parce que moi, c'était les concours en admission parallèle, pas les classes préparatoires. L'année dernière, ils ont dit voilà, on en a pris 38 il y a 2 ans. L'année d'avant, 34. Donc, cette année, on verra. En d'autres termes, on ne savait pas le nombre de places qu'il y avait. Et durant ma préparation, parce que j'ai fait un institut de préparation au concours, parce qu'à l'époque, c'était une épreuve d'économie, une épreuve d'anglais, une épreuve de philo à l'écrit, pour HEC, pas pour les autres où il y avait le Taj-Maj, mais pour HEC. Et les rumeurs disaient, nos professeurs qui étaient en contact justement avec les directeurs des écoles, nous disaient, voilà, cette année, HEC, c'est probablement autour de 25 places. Et durant toute l'année, avec on s'était créé une petite communauté au sein avec les autres candidats, on s'était toujours, entre guillemets, moqué du candidat qui serait 26e. En mode, attends, le gars, il est admissible, il passe les oraux, il est quand même bon, il est 26e, ça se trouve, il n'a pas les sexes. Bien entendu, je mets mon numéro de candidat, et là, je vois 26e. Mais je ne connais pas mon résultat. Je sais que je suis 26e. Ah, tu vois 26? Je vois 26. Et tu déconnectes, tu vas pas au bout. Il y a écrit Arnaud Sévigné, 26e. Je savais que j'étais admis à l'ECP, mais en fait, une fois que tu es admis à l'ECP... Tu veux plus? Ouais. C'est-à-dire, maintenant que j'ai fait ça, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout et avoir HEC. Alors que c'était lunaire pour moi d'être admissible et ensuite admis. C'était la surperformance, c'était que du bonus. Et à la base, je ne devais même pas candidater à HEC, c'est des amis qui m'ont convaincu. Parce que pour moi, HEC, c'était une école de PDG du CAC 40 ou c'était une école de président. C'était pas une école d'un gars qui venait de Nanterre, tu vois. Et en effet, je vois 26e. Il n'y a pas de résultat. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas, Arnaud, c'est pas possible. Enfin, tu as investi toute ton épargne, parce que mon épargne, accessoirement, j'ai relancé l'économie américaine, tu vois. Enfin, à New York, 30 000 euros l'année. J'ai pas relancé, mais. Ils t'ont demandé de revenir, ouais. Mais si tu veux, et comme d'hab, tu prévois 30, et en fait, c'est 35 qui partent, donc ta marge de sécurité, enfin bref, t'en as plus, quoi. Donc tout ça pour dire que t'as plus d'épargne, parce qu'après, j'ai un peu prévu de payer une prépa, donc t'as plus d'épargne. Je m'étais parfaitement entouré pour réussir ces concours avec une préparation. Donc forcément, c'est entre guillemets un petit 2 000-3 000 euros supplémentaires. Mais ça valait le coup parce que j'étais admissible à l'EM Lyon, à l'EDEC, dans toutes les écoles du top 10, j'étais admissible. Et là, t'es 26e, tu dis, j'ai pas fait tout ça pour ça quand même. Et je sais pas combien je suis. Enfin, je sais pas si je suis pris ou pas, tu vois. Je me dis, je peux pas être le... Enfin, je peux pas être... Ça peut pas être toi, ce mec-là. C'est pas possible. Tout le monde a parlé. Mais tu sais, c'est le karma. Tu te dis, mais j'en ai tellement parlé aux autres, etc. Ça peut pas revenir en boomerang. Bon, finalement, je me reconnecte 2 heures plus tard, en espérant avoir des nouvelles informations. Et là, je suis admis et ils en prenaient 30. Donc à HEC, j'étais 26e sur 30. Et une fois que tu l'as... Facile. Objectif rempli, quelle est la prochaine étape, en fait? Okay. Parce que, non, pas facile. Non, pas facile, parce que mais ça n'a pas été dur en soi, parce que la quantité de travail a été étalée. Si tu dis... Si quelqu'un vient me voir et dit voilà, mes concours c'est dans 2 mois, je veux rentrer à HEC. Là, ça va être très dur parce que durant 2 mois, tu vas respirer, manger, vivre HEC, il n'y a rien d'autre. Moi, je voulais pas HEC bien sûr après le bac, mais je voulais être prêt à 100% pour après ma licence. Donc, si tu veux, j'ai pu étaler ma préparation sur 3 à 4 ans, muscler mon dossier, partir aux États-Unis pour colmater la brèche de l'anglais, avoir pas mal de temps pour réviser le Taj-Maj. Donc en termes d'intensité de travail, c'est un effort régulier important, mais lycée, en fait, j'étais tout le temps à 80% de mes capacités, mais sur une longue période. J'ai jamais été sur 3 mois à 100%. Jamais. Parce que j'ai jamais été dans la dernière ligne droite ou dans de l'intensif last minute. Et c'est ça qui fait que j'étais pas stressé, c'est ça qui fait que j'étais pas serein, et ça me permettait d'être performant, que j'étais serein.
Oui, que j'étais 101, pardon. Mais après, il y en a qui raisonnent différemment. Il y en a qui ont besoin de boost et de deadline qui arrivent et de se dire, oh là là, j'ai plus le temps, maintenant je fais que de ça. Moi, je peux pas, ça me fait stresser. Tes parents étaient fiers de toi? Oui, je pense. Oui, je pense. C'est un peu un autre monde. T'as l'air d'avoir besoin de t'en convaincre. Oui, je pense. Après, il y a une différence entre être fier et le dire, mais il y a différentes manières de l'exprimer. Est-ce qu'ils étaient fiers? Oui, je pense. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui ne peut pas être fier ou content que son enfant réussisse ses concours et que ça se passe bien et qu'il ait l'école, la meilleure école de On parle France. d'HEC quand même. T'as Il donné y a eu du... autant de fierté en disant, oula, il va faire des études supérieures que HEC. Parce que là, il est parti en éclaireur, entre guillemets, l'enfant. Il est parti en éclaireur, il progresse. À quel point c'est bien, ils savent que c'est top, mais si tu veux, tu leur disais HEC, l'EDEC ou Neoma, ça restait une école de Et alors, ils commerce. sont fiers de toi, pourquoi, tes parents? Sont fiers de moi parce que je fais ce que j'aime Oh, je parle, dans la vie. si on sort d'HEC, voilà, ce qui les rend le plus fiers de toi, c'est que tu fais ce qui te plaît dans la Oui, vie. oui, je pense que ça, ouais. Le côté, tu t'accomplis toi-même, tu as fait tes propres choix, même s'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils voulaient pas que je fasse un bac général, ils voulaient pas que je fasse une école de commerce, parce que dans leur tête, c'était un coût, même si c'est moi qui l'ai payé, mais dans leur tête, c'était un coût. Les États-Unis, c'était un grand délire. Et quand je leur ai dit que j'allais candidater à HEC, c'était en 2012, ils m'ont dit, mais tente les élections présidentielles en même temps. Et en fait, pour te dire, c'est un autre monde. Il y a un candidat qui vient te voir à 18 ans et qui dit, moi, mon projet, c'est d'être astronaute pour être le premier homme à aller sur Mars. Ton premier réflexe, c'est de dire, ouais, mais ça se trouve, ce gars-là, c'est un bon en mathématiques, en physique, un passionné d'aéronautique spatiale depuis 20 ans et c'est le futur Thomas Pesquet, tu vois. Et alors, les étudiants qui viennent te voir avec, justement, qui ont pas forcément un super dossier, qui viennent te voir et qui disent, moi, je veux une école du top 5, qu'est-ce que tu leur réponds? Déjà, il n'y a pas de mauvais dossier. Ça, c'est le candidat qui s'auto-censure ou se sous-évalue ou se dégrade. Il n'y a pas de mauvais dossier en tant que tel parce que c'est impossible que la personne n'ait rien fait ces 3, 5 ou 10 dernières années. Tu peux avoir des trous dans ton dossier et forcément on en a tous. Mais une fois que tu expliques au candidat, tu sais sur quoi il t'évalue dans ton dossier? Bien sûr, il y a la partie académique, mais il y a les expériences professionnelles, les expériences associatives, les expériences culturelles. Là, tu dis, tu fais du solfège, tu fais un instrument de musique, tu vas au théâtre, t'es abonné à un magazine littéraire, tu vas souvent à la bibliothèque, à la médiathèque. Et en fait, une fois que tu lui expliques toutes les cases possibles d'évaluation du dossier, en fait, là, les informations remontent à la surface et il se rend compte que son dossier n'est pas si mal. Parce qu'il y a aussi le sport, il y a l'humanitaire, il y a l'international, même des projets personnels. Une personne qui dit, bah voilà, souvent c'est zapper les voyages, ou les treks, ou les randonnées. Une personne qui a fait honnêtement je sais pas, 3 jours, 3 étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Qui est parti avec son sac à dos, qui a marché 30 km, 30 km, 30 km avec un sac à dos de 15 kilos. Ok, mais ça, enfin, tout le monde ne l'a pas fait, tu vois. Donc ça, c'est une expérience à mettre en avant, ça dit quelque chose de toi. Tu as dû être éprouvé physiquement, puis tu faisais du camping sauvage, tu dormais peut-être pas dans un hôtel ou peut-être pas au refuge des compagnons. Voilà. Donc, ceux qui arrivent en disant, j'ai un mauvais dossier, tu leur expliques comment ils ont un bon dossier, et en fait, c'est simplement une question de perspective. Moi, il y a des bons, des très bons et des excellents dossiers. Ça, c'est sûr. Mais des mauvais dossiers, il n'y en a pas. Enfin, ça n'existe pas. Tes premiers pas à HEC, c'est quoi? C'est Harry Potter qui arrive à l'école de Poudlard. J'avais fait Bah, Mbappé au PSG pour Joachim, du coup, moi, tu vois, je venais de Nanterre. On va pas se mentir. C'est une fac qui est davantage inspiré par l'état d'esprit de Cohen-Bendit que par l'état d'esprit du capitalisme. Donc je suis pas en train de dire que j'étais dans l'état d'esprit de Cohen-Bendit, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, la perception que j'avais d'HEC Paris, c'était un peu l'école de la reproduction sociale. Ce qui est en partie vrai. Mais j'en faisais une généralité à l'époque de Nanterre. Voilà, parce que tu critiques dont toujours tu un étais peu. l'exception. Oui, j'étais le seul de Nanterre à avoir été admis cette année-là, et en général, il y en a un tous les 2 ans. Mais quand je suis arrivé à HEC, il y a eu la confrontation entre ce qu'est réellement HEC et l'idée, les a priori que j'avais sur HEC. Donc pour moi, c'était de la reproduction sociale, c'était une école élitiste, et en effet, c'était une école où il y avait beaucoup de richesses d'une manière ou d'une autre. Et quand tu arrives, tu te rends compte, bah, comme d'habitude, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc oui, il y a une partie reproduction sociale. Ça, c'est évident. Bien entendu, si tes parents sont issus de Polytechnique et d'HEC, bah, il y a plus de chances que tu intègres HEC Paris. Et une partie de la promo, c'est ça. Mais tu te rends compte aussi que 50% sont issus des classes moyennes et des classes populaires. Pour de vrai. C'est-à-dire, moi, ma mère est assistante, mon père est pompier.
J'en ai rencontré, c'était la même chose. Je pensais que c'était extrêmement parisien. Tu te rends compte que c'est davantage ouvert sur la province que tu ne le penses. Je pensais que les gens étaient pas forcément accessibles, et en fait, t'as de tout. Mais en fait, t'as tout comme dans la vraie vie. T'as des gens qui sont hautains, t'as des gens qui sont super cool, et super ouverts d'esprit, et sociables, avenants, tout ce que tu veux. Et voilà, t'as de tout. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a réuni avec Joachim on ne parle pas encore de votre rencontre, juste oui ou non. Est-ce que voilà, ces racines communes que vous partagez, d'une certaine manière, d'être des outsiders qu'on finit par gagner, est-ce que c'est ça aussi que vous partagez? Ça nous. Alors, sur la rencontre, non. Parce que la rencontre, du coup, c'est plus le hasard et l'opportunité qui a fait que. Sur le fait que ça marche sur 10-12 ans de collaboration, parce que ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble en permanence et on est associés à 50% chacun sur tous nos projets et nos entreprises. Oui, il va y avoir le côté débrouillard, le côté capacité d'adaptation et le côté flexible. Donc ça vient du fait que tu as dû te dépatouiller, soit via tes activités extra-académiques, soit justement sur le fait que tu as dû progresser dans tes notes pour lui et élever ton niveau de jeu jusqu'à devenir une bête de concours à la fin de la classe préparatoire. Oui, ça se ressent. Tu fais HEC et sur tous les échanges, tu choisis l'Afrique du Sud. Pourquoi tu choisis l'Afrique du Sud? Eh bien, je n'ai pas choisi l'Afrique du Sud. On a choisi l'Afrique du Sud pour moi. Très bien. Il fallait faire 5 vœux. Bon. J'étais dans une optique carriériste parce que j'étais intéressé par les graduate programmes de Carrefour et d'Unibail Rodamco, qui est l'entreprise qui détient les centres commerciaux. Donc, ce qui m'intéressait, c'était gérer des hypermarchés, des sortes de PME. Donc, Carrefour avait un graduate programme, donc c'est un diplôme pour les diplômés des grandes écoles, qui existe toujours de mémoire. Et Unibail Rodamco, l'entreprise qui détient les centres commerciaux en France. Donc, un peu le même type de structure business. Premier échange que je mets dans mes vœux, de mémoire, c'était Shanghai en Chine. Deuxième vœu, Pékin en Chine. Troisième vœu, Taipei à Taïwan. Et je me dis, bon, j'aurai les trois. Voilà, la Chine ou Taïwan pour Carrefour, c'est la voie idéale, c'est nickel, j'aurai la bonne étiquette, tout ça. Quatrième vœu, je me dis, soyons exotiques, soyons un peu loufoques, Afrique du Sud. Et cinquième, je me dis, partons dans un délire. Je mets le Koweït. Parce que j'avais lu et que c'était des conditions vachement drastiques, c'était couvre-feu à 21h, c'était un building pour les filles, un building pour les garçons, interdiction de sortir du territoire, il y avait l'Irak à côté. Dans ma tête, j'étais un peu... voilà, il y avait un côté bad boy. Le challenger. Je me dis, de toute façon, je ne serai jamais dans le 5e. Voilà, quoi. Ils ont juste signé un échange avec ce pays-là pour faire style, etc. Bon, le problème, c'est que après, tu as les résultats qui tombent. Et chaque jour, tu as ton premier vœu, on te dit oui, non. Donc, premier jour de résultat, Shanghai saute. On me dit non, pas pris. En gros, il y en a d'autres qui partent à Shanghai. Je dis, bon, c'est pas grave. Deuxième jour, donc le lendemain, ils refont mouliner leurs algorithmes à HEC. Le résultat tombe, j'ai pas Pékin. Je me dis, bon, à un moment, il va falloir que ça tombe, tu vois. J'ai pas Taïwan et là, je pars en Afrique du Sud. Enfin, j'ai pas Taïwan et là, je me dis, je vais quand même pas me retrouver au Koweït. Enfin, à un moment, le délire du bad boy me faisait plus du tout rire, tu vois. Parce que, voilà, tu t'éclates pas beaucoup là-bas. Et donc, j'ai l'Afrique du Sud. Et tu vois, c'est ce que je te disais, c'est t'as une ligne directrice qui était de partir. Bon, ok, là, la ligne, on a fait un 90 degrés. Une sacrée déviation, là. Là, c'était les 20% d'imprévu. Je devais partir en Chine, finalement, cap sur le sud pour l'Afrique du Sud. Pareil, t'as un a priori, tu dis, oula, l'Afrique du Sud, tu suis les reportages, c'est comme, les quartiers les plus craignos au Mexique. Tu regardes les stats, tu fais ville la plus dangereuse, le Cap, 20 000 meurtres par an, etc. Et tu te dis, ouais, pas ouf. Tu sais qu'il y a le système de l'apartheid qui a été arrêté en 92, donc bon, il y a probablement encore pas mal de traces dans la société, etc. Ce qui est le cas d'ailleurs. Voilà, un peu comme l'image que tu peux avoir du Bronx ou d'Harlem. Tu te dis, bon, il y en a qui y vont, mais c'est pas ouf. Et finalement, c'était génial, tu vois. C'était génial. Donc j'étais à Johannesburg, université. Enfin, aussi bien les voyages que j'ai fait en Afrique du Sud, d'un point de vue paysage, la faune, que les rencontres des étudiants étrangers et les cours sur place. Là, tu te rends compte de l'importance de la culture. Tu vois, à HEC, un des cours phares, c'était Intercultural Management. En gros, faire du management avec des partenaires ou des collaborateurs ou des clients qui ne sont pas de la même culture, pas de la même nationalité ou pas de la même langue. C'était un peu vu comme le cours un peu bullshit, etc. Une fois que tu as fait un échange en Afrique du Sud, tu comprends.
Tu comprends que les pratiques, les comportements et les mentalités, mais c'est un autre monde. Moi, j'ai eu un cours de management. Honnêtement, enfin, c'est pas drôle, mais j'ai eu un cours de management où c'était chapitre 1, le management masculin. Donc, c'était un prof qui était un peu à l'ancienne, qui avait 55-60 ans et qui avait un peu gardé les stéréotypes en tête. Le management masculin, c'était la colonne de gauche, versus le management féminin. Et là, il sort tous les clichés. Et là, il va. Le truc qui est drôle, entre guillemets, cocasse, mais c'est plutôt le choc des cultures. C'est que tu avais des Sud-Africains dans son cours, donc dans l'amphi. Tu avais des nations, des étudiants issus de nationalités latines, c'est-à-dire du français, de l'espagnol, de l'italien. Et ensuite, tu avais des pays nordiques. Quand tu vois les étudiants des pays nordiques qui se lèvent et qui sortent de classe en disant c'est inadmissible qu'un tel cours soit dispensé dans une université d'État, etc., et qui vont se plaindre à l'administration, qui écrivent à leur administration, en fait, tu vois les réactions totalement différentes selon la culture d'où tu viens et ton lieu de naissance. Et ça, c'était fou. Et ça, il n'y a qu'en Afrique du Sud où tu peux avoir un melting pot comme ça. Et pour avoir été pris que dans ton 4e choix, Ouais. ça veut dire que tu faisais rien à l'école, tu travaillais pas, t'as été. Non, j'avais des cours. Non, mais en général, J'avais choisi- général, c'est son classement dans l'école qui positionne aussi les choses Ah, qu'on tu veux dire à obtient. HEC? Ah bah oui, à HEC, Non, oui. j'avais eu un Qu'est-ce qui entretien. s'est passé? Non, mais ouais, c'est une bonne question. Bah oui. Il y a pour ta sélection, il y a un entretien en anglais. Et le Et problème, là, c'est la mauvaise foi qui va et revenir. le problème, c'est que j'étais bon, mais j'étais dans les moins bons d'HEC. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de l'arrivée à HEC. J'arrivais à HEC, j'avais fait un an à New York. Dans ma tête, j'étais un peu en mode, j'ai fait un an à New York. I'm an American. I'm an American. Ok. We can talk, no problem. Ouais. Et je me rends compte que, en fait, si tu prends 100 élèves qui ont fait HEC, honnêtement, je suis Les Américains, c'est les moins bons en anglais. Non, mais, je voulais dire, le fait d'avoir fait un an à l'international, c'est la base. Il y a un tiers qui avait un peu ce côté expat, donc qui avait fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas rare, il y en a pas mal. Donc c'est très intéressant parce que voilà, ils ont fait 2 ans à Singapour, 2 ans à Marrakech, 2 ans, je sais pas, à Orlando, j'en sais rien, enfin très cool. Mais tu te rends compte qu'en New York, il n'y a rien de spécial, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que tu rentres dans un autre monde où ils ont accumulé des expériences, et ils ont eu raison de les accumuler, qu'on leur ait donné ou pas, peu importe, tu vois, on n'est pas là pour juger ça. Mais le fait est que ça fait des têtes qui sont extrêmement ouvertes sur le monde, qui ont accumulé une quantité de connaissances et d'échanges et d'expériences énormes. Et ça, c'est très très riche. Tu as été confronté à la logique concours. Il suffit pas d'être bon, il faut être meilleur que les autres. Et même si tu étais très bon en anglais, il y avait des gens qui étaient encore meilleurs que toi, Ouais, donc ont eu mais des meilleurs échanges, d'une Moi, certaine honnêtement, manière. j'étais pied au plancher, quoi. Enfin, honnêtement. Enfin, pourtant, j'ai défendu ma candidature pour la Chine et Taïwan, mais j'étais pied au plancher. Je peux plus progresser, parce qu'une fois que tu reviens en France, tu progresses plus, quoi. Ouais. Non, mais je peux pas lutter contre 2 ans à Singapour ou à l'école anglaise de 8 à 10 ans, tu vois. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je suis parti en Afrique du Sud, pays anglophone. Donc, mais j'ai pas plus progressé en anglais. Mais en tout cas, humainement, c'était fou et j'ai hâte d'y retourner. Et alors, C'est cette dingue. dimension humaine, comment on la retrouve aujourd'hui dans ton quotidien? Honnêtement, déjà, tu prépares des centaines de candidats par an. Certains t'échangent avec eux 10 minutes, d'autres tu les suis durant de nombreuses heures. Ça dépend des profils, voilà, ça dépend des types de préparation qui sont choisis, de leur investissement personnel, et toi aussi de la tâche que tu mets dans le projet et le parcours de telle personne. Donc, comme je t'ai dit, la première chose à faire, c'est d'écouter. Une personne qui arrive et qui te dit on va te faire ça, 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 en fait, c'est une personne qui te rentre dans des cases. Donc, le système scolaire français est un peu mis comme ça parce qu'il y a de la masse. Voilà, on va pas, enfin, difficile d'analyser, mais en effet, quand chaque année, tu as 1 million d'élèves qui arrivent au niveau collège, au niveau lycée et en études supérieures, en effet, tu es un peu obligé de les rentrer dans des cases parce que si tu t'adaptes à chacun, tu t'en sors pas. Donc toi, en un, tu les écoutes. Oui. Ça, c'est la première chose aussi où tu retrouves cette dimension humaine. Ouais, c'est Avec les ses- écouter et avec ses échanger avec étudiants. eux pour savoir ce qu'ils sont, savoir ce qu'ils ont fait et savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis, surtout, parfois, il faut pas qu'il y ait un trop grand décalage entre ce qu'ils veulent faire et leur capacité et ce qui est possible de faire. L'objectif, c'est pas de vendre du rêve. L'objectif, c'est pas de faire un projet pro ou un projet personnel délirant juste pour lui faire plaisir. Tu vois, si la personne me dit je veux faire ci, je veux faire ça parce que j'aime ça, mais qu'elle n'a pas pu développer les capacités ou qu'elle ne se donne pas les moyens dans les années à venir en faisant des choix stratégiques, tu vois, ça va pas le faire. Mais donc la première chose, c'est écouter
pour faire un bilan intermédiaire de ses études supérieures, pour savoir où la personne en est d'un point de vue personnel, d'un point de vue académique et d'un point de vue professionnel. Parce que l'objectif, c'est quand même l'insertion professionnelle à la fin et ensuite sa carrière professionnelle, peu importe le choix qu'il fait. Donc tu retrouves cette dimension humaine à travers ton métier. Et dans Hello Prépa, comment tu l'as injecté ça dans l'ADN de Hello Prépa, cette dimension humaine? On s'en est rendu compte avec Joachim, parce que tu vois, lorsqu'on a écrit nos premiers livres il y a une dizaine d'années, les lecteurs ensuite, on les a réunis, donc les lecteurs, ce sont les candidats, on les a réunis sous forme de communauté sur les réseaux sociaux, pour justement s'échanger les bons conseils, les bonnes astuces, et surtout pour les tenir au courant de l'actualité des écoles et des concours. Parce que se préparer pour un concours, c'est bien, mais si tu as des super notes au concours et que tu choisis mal ton école à la fin, ça sert à rien. Donc l'aspect communautaire, on l'a prolongé justement dans Hello Prépa. Donc Hello Prépa, bien entendu, c'est la prépa qui te permet de réussir tes concours et d'intégrer l'école de tes rêves. Et le premier aspect, c'est l'aspect communautaire. Donc tu intègres notre communauté. Donc tu as une communauté sur un espace learning, tu as une communauté sur WhatsApp qui est supervisée soit par Joachim, soit par moi. Parce qu'on connaît parfaitement les écoles. Parce que via notre média étudiant, on connaît tous les programmes, tous les cours, toutes les spécialisations. Donc toi, tu vas faire ça. Chaque école propose des spécificités. On saura matcher les deux. C'est pas simplement prends la 6e, prends la 7e, prends la 8e. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, dans ce cas-là, fais pas de prépa, c'est pour avoir ça, ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est qu'en fonction de ton projet personnel et professionnel, ça matche avec ce que propose l'école. Donc tout au long de l'année, dès que tu es inscrit, tu peux poser tes questions sur le groupe WhatsApp, mais surtout, c'est j'hésite entre deux qualités, vous me conseillez laquelle? J'hésite entre deux entreprises, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu donnes ton avis, et c'est en fonction de cette expertise que tu leur transmets que eux ensuite ils peuvent progresser personnellement parce qu'ils ont accès à l'information. Ça, c'est très important. Avoir accès à l'information, qu'elle soit fiable, et surtout, tu puisses leur décrypter l'information. Parce que forcément, école de commerce, voilà, c'est des campagnes de communication, c'est des campagnes marketing. Il faut pouvoir leur dire, attention, là, ils mettent tel élément en avant, mais ça veut dire ça. Là, attention, là, ils mettent tel secteur en avant, mais derrière, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, à voir si ça correspond avec toi. Donc, il faut décrypter tout ça pour ensuite bien répondre à leurs questions, parce que les choix qu'ils vont faire là, ensuite c'est fini, ils peuvent pas faire, ils peuvent pas revenir en arrière. Une fois que tu as fait ton choix d'école et que tu as versé ton acompte après tes résultats d'admission, 3 ans, tu fais ton master, donc M1, césure, M2, et ensuite, avant de pouvoir inverser les courbes, comme je dis souvent, il faut attendre 2, 3, 4 ans d'expérience pro. Mais c'est le classement qui compte et les choix que tu as fait durant ton master qui sont très importants. Donc la communauté, avec les échanges permanents avec soit Joachim, soit moi, ça c'est le premier truc. Et ceux qui sont pas chez Hello Prépa, parce qu'il y en a qui réservent pas des prépas, tu vois, même si on pense que c'est mieux bien évidemment, mais qui sont dans nos communautés de lecteurs de nos livres, ils peuvent écrire en DM ou en MP, et pareil, on leur répond. Alors, bien entendu, on leur répondra moins en détail, parce que voilà, ceux qui ont payé une préparation ont accès à un service premium supérieur et personnalisé, mais on leur répondra quand même. Parce qu'on estime qu'ils doivent avoir accès à ces infos, tu vois. Tu as HEC sur le CV, tu choisis l'éducation. Pourquoi? Tu peux tout faire. Tu as HEC, tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Tu as HEC, tu peux tout faire. Joachim disait effectivement, moi je suis arrivé, je rêvais de M&A, de conseil en strat. Tu peux moi, tout faire. Graduate pro. Tu choisis l'éducation. Tu voulais travailler dans les hypermarchés, c'est ce que tu disais? Ouais, je voulais travailler chez Carrefour, graduate pro. Tu deviens directeur d'hypermarché, tu gères 200 bonhommes. Ça me faisait kiffer. Tu gères des centaines d'étudiants, c'est autre chose, mais. Et finalement, tu changes totalement de voie. Pourquoi? Parce que y a un côté électron libre. Si tu as envie de créer des choses, de créer des nouveaux systèmes, des nouveaux formats, au sein d'une grande structure, ça sera plus compliqué. Donc tu as davantage un côté gestionnaire au sein d'une grande structure qui peut être très intéressant, parce que très rapidement, tu as de la gestion humaine, tu as des responsabilités importantes, si tu progresses bien. Mais on préférait ce côté création de valeur, création de nouveaux formats, et parce que moi-même, j'ai été confronté à ça aussi. C'est-à-dire, j'ai été candidat, j'ai vu les points forts et les points faibles de toutes les prépas du marché parce que je les ai intégrés. Moi, j'avais une prépa pour le Taj Mahal, une prépa pour le top 3 et ensuite j'ai travaillé pour une autre prépa une fois que mes résultats d'admission sont tombés. C'est-à-dire un directeur de prépa qui m'appelle, j'ai vu que tu as eu de super scores, est-ce que tu vas enseigner au sein de ma prépa? Donc en gros, toutes les prépas du marché, je connais leurs points forts et leurs points faibles. Et ça m'embêtait un peu le fait que le produit délivré, le service délivré, soit pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, quand tu te mets dans l'éducation, tu te dis, je veux me mettre dans l'éducation parce que
Aujourd'hui, je trouve que les étudiants ne sont pas assez bien aidés et je veux pouvoir justement leur permettre d'accéder à leurs rêves. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de méritocratie d'une certaine manière. Et aussi, ça, c'est clairement le premier aspect. C'est ce qui te motive, en fait. C'est le côté, c'est interne à toi. C'est ce qui fait que tu vibres, ce qui fait que tu kiffes et ce qui fait que 12 ans plus tard, tu es toujours à fond dans le secteur. Et bien entendu, il y a un côté entrepreneurial, business, un côté financier, parce qu'il y a un marché qui s'ouvre, parce que plus l'éducation se personnalise, où tu peux faire ton propre choix, plus il faut que tu sois conseillé, encadré, pour être à 100% de ton potentiel. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Mmh. Le scribe, Astérix Obélix, Mission Mmh, Cléopâtre, je pense que mmh. tu avais la voilà. Je vois très bien. Joachim, c'est pareil, tu dirais pareil de ta Edouard rencontre avec Baird, ouais. Joachim. C'était la rencontre finalement. J'étais professeur au sein d'une prépa et le directeur de la prépa de l'époque, c'est une ancienne prépa, cherche un autre professeur de Taj-Maj pour faire un peu deux professeurs stars, etc. Il met une annonce auprès de la junior entreprise d'HEC. Le premier qui répond à 8h et quelques du matin, c'est Joachim. Moi, je connaissais Joachim via sa victoire à son concours d'éloquence. Puis il a fait le BDE. Et il avait fait le B2, etc. Mais moi, comme j'intègre en M1, le B2, je ne le connaissais pas encore, le B2. Puis au rugby, c'était fait retourner par Castres, tous. Ouais, voilà quoi. Et je lui dis, au directeur de la prépa à l'époque, je lui dis, mais celui-là, il est bon, il faut absolument que tu le reçois. Il s'est parlé devant 500 personnes, il a retourné une salle. Un gars qui a 20 ans retourne une salle de 400 personnes d'HEC, donc public difficile, hein, c'est qu'il y a un potentiel. Donc parler devant une classe de 30 personnes, je ne crois pas que c'est ce qui va l'impressionner. Et s'il est HEC, crois-moi, ça tourne très bien dans sa tête. Et il répond à 8h du matin. Alors, peut-être qu'il n'avait pas dormi de la nuit, tu vois, mais le fait est qu'il... On ne sait pas. Peut-être, si c'était un retour d'after, exactement. Il voulait cliquer sur un autre bouton, exactement, parce que tu vois, pour les concours d'éloquence, c'était au hasard. Il est reçu, bien entendu, il le convainc, il est pris. Et c'est là où on se retrouve en duo à devenir les deux professeurs stars de cette prépa. Et ensuite, donc ça, c'était durant notre master. Et ensuite, on a décidé d'en faire carrière, c'est-à-dire de développer notre propre business, l'édition, donc notre collection d'ouvrages, parce qu'on connaissait les points forts et les points faibles des autres ouvrages. Donc on se dit, on va faire un ouvrage qu'avec des points forts, plus les méthodes qu'on a pu développer. Un business média pour informer justement l'ensemble des candidats de toutes les informations venant des écoles. Et là, avec Elle le prépa, c'est l'aspect préparation au concours. Et tu t'entends bien avec lui dès le début, lui disait, c'est vrai qu'il a l'air un peu austère comme ça au premier abord, mais... Joachim ou moi? Joachim m'a dit de toi, ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu austère au premier abord, mais c'est un grand sensible avec une belle carapace, si je résume ce qu'il a voulu dire. Comment tu t'entendais toi avec lui? Bien dès le début? Non, moi je m'entends très bien, parce que déjà, HEC. Ça fait un T'es peu devenu sectaire. Ça fait un peu de l'entre-soi. Non, mais c'est pas dans le sens, t'as fait HEC, on a fait HEC, on est tous les deux des stars. C'est dans le sens, du coup, t'as cours dans les mêmes salles de classe, t'as les mêmes professeurs, tu vas entre guillemets aux mêmes soirées. Donc il y a le côté effet réseau du campus. C'est la force d'HEC par rapport aux autres écoles du top 3. C'est qu'on vit en vase clos sur un campus à 50 km de Paris. Donc en fait... tu sors pas pour aller ailleurs parce qu'autour ce sont des champs, donc tu vas sur le terrain de rugby, tu vas sur le terrain de tennis, tu vas au gymnase, voilà, tu vas au bâtiment de l'Escargot pour ça, donc c'est un bâtiment qui est là-bas, tu vas au bâtiment T, au bâtiment S, aux rues pour le resto universitaire. Donc de suite il y a des points communs qui se créent très facilement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet ça a dû se sentir, mais il n'est pas issu d'un milieu favorisé, un milieu où justement il est né un peu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça se sent directement. En fait, le côté du gars qui veut progresser dans la vie, en travaillant le week-end, en travaillant chaque vacances, parce que du coup l'enseignement c'était chaque week-end et chaque vacances scolaires, mais ça se sent inconsciemment. Et après, tu fais le même métier, donc tu n'es pas en concurrence. Et voilà, et le côté électron libre, le côté liberté que tu souhaites prendre, et ça ensuite, ça débouche sur de l'entrepreneuriat à la fin du master. Et alors, en quoi vous êtes complémentaires? Parce que tu m'expliquais en quoi vous êtes similaires, mais en quoi vous êtes complémentaires? On est complémentaires parce que, de par la formation d'origine. Encore? Oui, mais complémentaires. Oui, mais là, dans la formation d'origine... On est similaires à cause d'HEC, on est complémentaires à cause d'HEC. On a eu des affinités naturelles du fait qu'on a fréquenté les mêmes lieux à HEC. Bon, logique, comme tout étudiant d'HEC. On a une complémentarité du fait de notre formation, mais antérieure à HEC. Ah, d'accord.
Pourtant, il n'a pas fait les mêmes études que toi du tout. Et c'est pour ça que du coup, c'est de la complémentarité. Oui, c'est-à-dire c'est moi qui me suis perdu. Oui. C'est-à-dire que la classe préparatoire, ça t'apprend à avoir un niveau de productivité qui est impressionnant, que très 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 peu d'AST ont. Donc la capacité de délivrer un travail en 2 heures, en 3 heures ou en 4 heures et être concentré sur ce travail, ça c'est inégalé chez les AST, tu vois. Donc ça, tu pourras pas le faire. Et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est une fois que tu as fixé le cap, il faut vite que tu pédales jusqu'au cap. Une fois que tu as atteint ce point-là, il faut que tu ailles à un autre point, mais le plus rapidement possible. Et c'est ce qui fait que tu es agile et que tu te déplaces rapidement, concrètement, que tu développes des business rapidement, que dès que tu as des tâches à automatiser, elles sont automatisées rapidement, que les process sont créés vite. Donc ça, c'est le côté complémentaire. Moi, que je n'ai pas, le côté capacité de concentration à progresser, lui, il l'a. Tu vois, c'est pour ça qu'il a eu 507 au Taj Mahal. Donc, 2 heures sur 90 questions, je sais qu'il y a un moment, sur 3, 4, 5, 6 questions, tu perds le fil. Je serais moins 100%, tu vois. Lui, je sais que les 90 questions, il les a lues, tu vois. Il les a lues à la virgule près et il a eu le temps d'y répondre à la virgule près. C'est ce qui fait qu'il a 507 et que j'ai un 457, tu vois. Et ça se ressent plus tard. Ce côté productivisme, organisation aussi, parce qu'ils ont tout le temps été dans le rush en prépa. Tu avais la colle le samedi matin, la semaine d'après, tu avais 2 DST. Donc en fait, tu n'avais pas le temps de planifier. Ça tombait. Ce qui n'est pas le cas de l'AST. Parce que l'AST, généralement, il est issu d'une filière où justement ton emploi du temps est pas trop pressurisé et où ton emploi du temps est plutôt léger parce que c'est de l'extra académique où il faut meubler avec les expériences pro associatives, tout ça. Donc c'est à toi de t'organiser. Dans ta vie académique, tu as commencé par rater avant de réussir? Ouais, ou pas réussir, ouais. Oui, ou avant de t'as raté avant de pas réussir, si tu veux, ok. Dans ta vie pro, c'est pareil? Ouais, les échecs, il y en a eu. Ouais, bien sûr. Des échecs, il y en a eu en fin de master, avant de me lancer en entrepreneuriat avec Joachim en tant qu'associé en 50-50. J'avais lancé un site internet inspiré de coupons, mais dans l'éducation. Donc coupons qui donnent des bons de réduction pour tout domaine, et que ça, je voulais faire la même chose dans l'éducation. Donc j'avais signé avec toutes les prépas du secteur, que ce soit en école de commerce, pour le barreau, pour les ingénieurs, pour les écoles de journalisme, bref, tous les instituts de préparation au concours de France, j'en avais 40-50, et qui délivraient des coupons de réduction, pour faire en sorte que ce soit plus accessible, tu vois. Parce que là, une préparation, certes, ça vaut le coup, mais c'est un certain prix, et je voulais faire en sorte qu'ils bénéficient tous de coupons de réduction, et ça n'a pas du tout marché. Au bout de 3-4 mois, et après avoir perdu 15 000 € investis, parce que du coup, c'est de la com, de la communication, et le site a été fermé, tout simplement. Et tu fais un peu un bilan de ton expérience. Tu te dis, en fait, si tu touches pas ton audience, t'as beau avoir le meilleur produit, il vaut rien, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que tu fais un bilan intermédiaire. Tu dis, ok, le problème qu'on a eu sur cette première expérience entrepreneuriale à la fin du master, parce que j'avais aussi créé un site que j'ai revendu durant mes études, mais celui-là, ensuite j'ai tout réinvesti dans ce site-là où j'ai tout perdu. Et si t'as pas l'audience, si tu touches pas ta cible, ouais, voilà, t'as beau avoir le meilleur produit, il se vendra pas. Donc c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, en fait, si on développe des business dans la préparation au concours, il faut absolument qu'on ait un penchant média pour pouvoir toucher notre cible. Sinon, ça n'intéressera pas les candidats. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois développé l'édition, donc les livres, qui permet de faire les deux. On te prépare au concours, plus on touche l'étudiant, donc le candidat. Le média, où justement on t'informe sur tout ce qui est proposé en école de commerce de manière vraiment détaillée, et on touche le candidat. Et là, le dernier business de cet écosystème d'éducation, donc du groupe Hello Éducation, c'était Hello Prépa, qui est l'institut de préparation au concours, où là on s'est dit pareil, il faut vraiment faire le must. Faire le must, ça signifie, tu prends les meilleurs profs, tu prends les meilleurs jurés, tu prends les meilleurs coachs, tu te fais une dream team, dans l'optique que ce soit vraiment aux petits oignons, la formation que tu proposes. Tu te lances après 12 années d'expérience pro, on n'est pas un peu fatigué? Je posais la question aussi à Joachim, on en a pas un peu marre après 12 ans de revoir rabâcher les mêmes sujets, les mêmes élèves, le même parcours. Alors, tous les élèves sont différents, tu vas me répondre. Mais... Parce que ce qui fait qu'on aime notre métier, c'est pas répondre A, B, C, D ou E à la question 38, page 14 du polycopier. Ce qui fait qu'on aime notre métier, c'est que chaque profil est différent, avec des expériences différentes, et qu'il faut constituer son dossier, son projet pro. Donc en fait, c'est un petit projet qui dure 1 an.
ou 6 mois, tout dépend quand l'élève arrive dans ta prépa. Mais tu construis quelque chose avant ensuite de remplir l'objectif qui est d'intégrer les écoles. Donc c'est pas simplement préparer une épreuve. Si tu prépares simplement une épreuve, t'as fait que la moitié de ton travail. Tu es là pour faire en sorte, certes, de préparer les épreuves, mais ça, c'est des checkpoints. Lui, il faut surtout développer un projet personnel et professionnel qui correspondent aussi bien à ses attentes, ses envies, ses ambitions, ses projets, et qui correspondent à la réalité du marché du travail aussi, parce que parfois, il y en a qui sont trop ambitieux, il faut un peu les calmer, pour ensuite, justement, qu'ils soient à fond dans son couloir et qu'ils foncent, quoi. On arrive vraiment sur la dernière partie de l'entretien. Je vais te poser une question très simple. Quelle est la question que tu préfères poser à un étudiant lors d'un oral blanc? Quand tu les tortures, ouais, quand ils sont en face quand de tu les toi, challenges, que tu les tu titilles. sais qu'ils jouent leur vie, qu'ils sont en stress, ils ont plus peur quand tu veux escalader la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu leur dis? Je pose souvent comme question, si vous pouviez avoir 3 autres nationalités que la vôtre, lesquelles vous choisissez? Alors vas-y, tu t'en doutes. Lesquels tu choisirais? Alors, donc moi j'ai une nationalité française, j'aurais fait, Ça arrive. voilà, ça arrive. Forcément, par rapport à mes expériences passées, j'aurais choisi la nationalité américaine. Voilà, parce que je trouve ça stylé, parce qu'une partie de moi, entre guillemets, est à New York, mais bon, une année sur les, sur les 33 ans. Non, mais voilà, t'as Pour vécu. faire honneur au Arnaud qui est parti, Non, mais en avec vrai, rien, non, mais en vrai, New York, une fois que sa t'es là-bas, valise à c'est moitié ton remplie. quotidien. Au bout de 3 mois, c'est métro, boulot, dodo, et New York, c'est la même chose que ta vie quotidienne, et donc, c'est pas en mode, t'es plus émerveillé en mode tu regardes le monde de l'extérieur, c'est ta vie. Voilà, donc c'est entre guillemets, c'est une partie de toi. Je prendrais la nationalité italienne. Parce que je considère que français et italien, c'est un peu des frères. C'est la même chose. Sauf au Mais, foot. mais avec la bonne humeur. Sauf Tu au vois, foot. mais pour moi, les Italiens, c'est des gens qui ont la même culture, la même histoire, les mêmes références historiques, une gastronomie différente, mais tout aussi kiffante et enrichissante que la gastronomie française. J'ai fait un road trip là-bas durant 3 semaines en partant de Rome pour ensuite aller au Pouilly, remonter, etc. Donc j'adore. J'adore l'Italie et j'adore ses habitants. Et la dernière, je pense aussi pour le kiff que je prendrai l'Afrique du Sud. Parce que, donc la nationalité sud-africaine, parce que c'est un pays que j'ai pas assez découvert, parce que c'est un pays qui est grand en superficie, que je n'ai pas eu assez le temps de tout découvrir, même si j'ai fait le littoral, toutes les villes qui ont été développées depuis la Coupe du Monde en 2010, ainsi que l'arrière-pays avec Pretoria et Johannesburg. Bon, des parcs animaliers, bien entendu, mais cet aspect de l'Afrique du Sud, aussi bien le pays que le sud de l'Afrique, ouais, j'aimerais y retourner. Et comme d'ailleurs, je suis interdit de territoire. Tu as interdit de Je territoire en Afrique du C'est vrai Sud. que je te l'ai pas dit, je suis interdit de territoire en Afrique du Sud. Ouais. Je, suis- Alors vas-y. je te le lâche maintenant. Je suis interdit durant 10 ans. Non, c'est pas une blague. Non, je crois que Non, c'est. mais c'est pas une blague, mais la raison est un peu pourrie, mais c'est vrai. Je suis interdit de territoire en Afrique du Sud parce que j'avais un visa, pour te dire à quel point à l'époque j'étais bon en tage-mage, donc c'était avant mes concours bien sûr. J'avais un visa de 90 jours, et dans ma tête, 90 jours c'est 3 mois. Bon, bien sûr, il y a des mois qui ont 31 jours. Et donc, au moment de prendre l'aéroport pour le et vol d'autres qui en ont retour, 28. et là, il me dit, donc bien sûr, l'écran, enfin, tu vois, tu passes ton passeport, et le gars, il te regarde, il te fait, allez-y, mettez-vous sur le côté. Et tu te dis, bon, il en prend un tous les 20, histoire de. Voilà. Et pour faire un check, et en fait, on m'explique que je n'ai pas respecté la loi. Enfin bref, tout un pataquès d'un anglais que je comprenais plus ou moins bien. Et on me fait signer un papier. Et une fois signé, on m'explique, bah voilà, vous êtes Tu le lis avant, non? je l'ai lu, oui, enfin je l'ai lu, voilà, on te propose 3 feuilles, on t'explique en même temps ce que c'est. Moi je me suis dit, c'est bon, c'est un papier comme quoi, je les dédouane d'avoir ouvert ma valise, etc. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était un papier pour stipuler le fait que j'avais pas respecté mon visa, que j'avais dépassé d'un jour. Autant dire que là-bas, un jour ou 100 jours, c'est la même chose. Et que j'étais interdit de territoire durant 10 ans. Mais je peux le réduire à 5 ans. Et alors, C'était ma petite anecdote. c'est ta petite anecdote, aventure. comme ça, et ce qui permet aussi maintenant de justifier que sur tous les exercices de calcul avec des dates, t'es super fort. Une question de Là, calendrier, je maintenant, suis impeccable. voilà, je suis impeccable. Je suis ok. impeccable. Quel est le plus gros défaut de Joachim? Le plus gros défaut de Joachim. C'est bon signe, jamais je cherche déjà. Oui, Ouais. ou alors. Il a dit quoi de moi sur le défaut? Qu'est-ce qu'il a dit, toi? Il a parlé de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Oui, principalement. Donc un défaut mensonger, quoi. Enfin, c'est pas. Oui, il a menti sur le défaut, bien Ah, sûr. Donc bien toi sûr, aussi, tu je peux peux aussi inventer mentir quelque sur le chose défaut. absolument. Oui. Non, blague à part. Une personne généralement qui est productiviste et qui est extrêmement efficace dans son travail peut améliorer ses capacités de créativité, un peu artistique.
Tu vois, dans la sphère du business, quand tu dois créer peut-être des supports de communication, des supports marketing, le côté un peu créativité pure et dure, là, il peut mieux faire. Quelle est sa plus grande qualité? Humaine ou professionnelle? Bah, les deux, mais j'aurais besoin de se dire professionnel, je pense que tu nous l'as déjà dit, Ouais, en nous parlant de sa productivité justement, et de cette machine de travail. ouais, D'un point ça de c'est vue sûr. humain. L'humain, c'est la loyauté. La loyauté, surtout que c'est même la fidélité d'un point de vue personnel, tu vois, sur tous les aspects. Le côté loyal sur le plan professionnel et fidèle sur le plan humain, donc ça peut être en tant qu'ami, même avec toutes ces relations, c'est très important parce que tu t'investis personnellement. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est ton nom qui est mis en avant. La vie professionnelle et la vie privée est très mélangée. Donc il faut forcément que tu t'associes avec quelqu'un en qui tu as 100% confiance. Non pas parce que la confiance est tombée du ciel, mais parce qu'il y a des preuves de confiance en permanence. Tu vois, nous, on n'a pas de pacte d'associé avec Joachim. Et pourtant, tous nos business sont en 50-50. C'est parce que on sait que ça se passera bien. Et si jamais un jour ça se passe mal, on sait qu'on arrivera à trouver un accord pour se séparer. Tu sais qu'il arrivera, lui, il sera toujours juste. Ouais, exactement. Donc il faut être fair, il faut être honnête et fidèle et loyal. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de coup de poignard ou il n'y a pas de truc que tu découvres en mode ah ouais, je savais pas que tu avais fait ça, ou etc. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait que tu es serein. Tu t'es présenté en 1 minute au début, si tu devais le présenter lui en 1 minute. Je devais le présenter lui en 1 minute. Je dirais quelqu'un extrêmement investi, rigoureux, organisé. Donc ça, c'est davantage le côté compétence. Je dirais quelqu'un de humain, sensible sur l'aspect personnel, associé à la loyauté et à la fidélité, mais surtout ce côté sensibilité humaine qui est plus prononcé chez lui, plus développé chez lui que chez moi. Euh, et surtout le côté, je dirais aussi l'humour. Parce que si jamais tu travailles H24 avec quelqu'un, ce qui est un peu notre cas, parce que du coup on est à fond dans nos activités, mais que tu t'amuses pas, bah c'est pas très intéressant, tu vois. Donc l'objectif c'est pas d'être au goulag, l'objectif c'est de travailler 70 heures par semaine et de rigoler en même temps du travail que tu fais, quoi. Aussi bien après comme avant le travail, mais même pendant, que ce soit de toi, de lui, de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, de nos activités, de nos erreurs, des parcours de chacun. Bref, il faut que tu puisses rigoler de tout avec lui sans aucune pression. Ça, c'est très important. Avec, malgré tout, s'il s'occupe un peu plus de Photoshop, S'il peut toucher un petit peu plus Photoshop, malgré tout ça, InDesign, voilà. Et là, ce serait vraiment parfait. Si le CPF, on peut le mettre là-dessus pour lui, ouais, ça serait pas mal. Tes élèves, ils disent quoi, toi? Les élèves, ils disent quoi de moi? Bah, c'est à eux qu'il faut leur donner. Ils disent merci. Non, ils disent merci pour m'avoir. Non, c'est bon. Les élèves, ce qu'ils disent de moi, la disponibilité. Honnêtement, ça, ils sont toujours impressionnés avec le côté. Enfin, je répète, hein, bien sûr, hein, je me fais le porte-parole de mes propres étudiants. Le côté, j'ai écrit à 1h38 et j'ai une réponse à 2h14. Parce que, en effet, pour te parler un peu de moi, je me lève plutôt vers 9-10 heures et je me couche plutôt vers 2-3 heures du matin. Donc, je peux répondre à n'importe quel moment parce que l'élève ou le candidat prime, entre guillemets, sur tout. C'est-à-dire, s'il t'écrit parce qu'il a une source de stress à 21 heures, parce que dans 2 jours, il passe l'oral, je vais pas me dire, ah ben non, là j'ai cinéma, et ensuite j'ai mon resto, et ensuite je vais me faire ma petite nuit, je lui répondrai demain à 11 heures. C'est-à-dire que le gars, il passe une mauvaise nuit, un stress, alors que tu peux juste répondre comme ça à sa question, ça te prend 2 minutes. Ça, pour moi, c'est primordial. Il faut répondre à toute demande d'un élève, et ils te le rendent, parce que du coup, ils abusent pas en retour, tu vois, ils savent aussi que tu as une vie. Donc, la disponibilité. Et on dirait quoi de Joachim, selon toi? Qu'est-ce que plutôt tu as entendu dans les couloirs de ce qu'on disait de Joachim? La pédagogie et la patience. Parce que il faut... Non mais, la pédagogie et la patience, parce que le Taj-Maj, c'est contre-naturel au début. T'étudies pas le Taj-Maj à la fac, en bachelor, au lycée. Donc, il faut être patient au début pour expliquer toutes les méthodes, toutes les astuces, faire en sorte que, quel que soit ton niveau initial, tu comprennes bien ça. Et ensuite, comme ça prend du temps, il faut aussi bien l'expliquer. Donc, patience et pédagogie. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Alors, d'habitude, on ne dit jamais, il faut dire non, non, j'ai tout dit, etc. Non, je tiens à te remercier. Je tiens à te remercier pour cet entretien parce que tu as su suivre et bien mettre en avant, je pense, tous les aspects de notre parcours qu'on souhaitait partager avec les candidats. Parce que l'objectif de cette interview que tu fais, Guillaume, et je te remercie, c'était surtout qu'on partage nos expériences pour qu'ils puissent s'identifier à ça et comprendre notre philosophie, notre ADN et notre état d'esprit qu'on
qu'on impulse au sein d'Hello Prépa. Et toi-même, d'ailleurs, tu étais coach, hein, d'ailleurs, ils vont te voir au Coach Hunter. Et c'était très important qu'ils comprennent bien l'état d'esprit de notre prépa. Donc, je te remercie pour ça. Je te remercie de me remercier. Merci Arnaud.